Bienvenue sur cette île déserte. Comment avons-nous atterri ici? Aucune idée. Mais maintenant, il va falloir survivre pendant quelques jours et je vais t'apprendre tout ce que je sais. Heureusement, où que j'aille, je suis toujours préparée à une situation comme celle-ci. Et dans mon sac à dos magique, j'ai tout ce dont on aura besoin pour survivre. La première chose est bien sûr un couteau, qui sera utile dans de nombreuses situations. Entouré par la mer, tu n'as pas d'eau potable à disposition. Oups, je n'ai pas mis de gourde dans le sac à dos. Mais pas de panique. Ta source d'eau la plus fiable ici, ce sont les noix de coco. Il faut donc aller en chercher. Si tu as la chance d'en trouver des vertes, tu peux les couper avec un couteau, c'est relativement facile. Mais le problème, c'est qu'elles poussent en haut des cocotiers. Tu es libre de grimper là-haut pour en attraper, mais ce ne sera pas facile. Heureusement, lorsque les noix de coco arrivent à maturité, elles brunissent et tombent des arbres. L'eau qu'elles contiennent reste potable pendant environ 9 mois. Tu peux donc en ramasser directement sur le sol. Le problème, c'est qu'elles peuvent être assez difficiles à ouvrir. Mais si tu as la chance d'avoir un tournevis, ce sera beaucoup plus facile. De même, une simple pierre peut te permettre de casser une noix de coco. Mais n'oublie pas de l'envelopper dans une serviette ou un vêtement au préalable. N'oublie pas que tu ne peux pas boire autant d'eau de coco que tu veux. Ne bois pas plus que le contenu de 5 noix de coco brunes par jour, sinon tu risques d'avoir des maux d'estomac. D'ailleurs, c'est la même chose pour les noix de coco vertes. Après avoir bu une noix de coco brune, ne la jette pas trop vite. Tu peux gratter la chair blanche et la manger. Elle est tout à fait comestible. Bon, j'ai aussi oublié les bols, mais la noix de coco peut encore nous être utile, puisqu'elle peut être transformée en bol. Après l'avoir coupée, tu auras 2 moitiés en forme de bol. Commence par enlever tout le blanc de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la coquille. Ce sera ton nouveau bol, mais nous allons le rendre plus joli. Gratte les poils à l'aide du couteau, puis frotte-le avec du sable pour le rendre plus lisse. La dernière chose à faire est de le polir avec la chair de la noix de coco. Les huiles qu'elles contiennent feront briller ton bol. Ensuite, la compétence la plus importante est bien sûr de faire du feu. J'ai mis quelques briquets et une boîte d'allumettes dans le sac pour faciliter les choses. Mais tu ne seras jamais un vrai survivant si tu ne sais pas comment allumer un feu sans briquet ni allumettes. Tu dois trouver un morceau de bois courbé et y attacher une corde comme ceci pour que cela ressemble à un arc. Si tu n'as pas de corde en nylon, un lacet de chaussures fera l'affaire. Donc, quand tu pars en voyage, emporte des chaussures à lacets. Ensuite, trouve un morceau de bois dur, sec. Ce sera ton fuseau. Enroule la corde de l'arc autour du fuseau afin de créer une friction. Le fuseau peut être fixé sur une planche avec une encoche pour le maintenir. Tu auras également besoin d'une autre pièce de bois, généralement appelée bloc à main. Il doit avoir un creux sculpté, ce qui te permettra de créer plus facilement un frottement. Voici comment ça fonctionne. La planche tient le fuseau et tu fais tourner la corde autour de lui comme ceci. Sur le dessus, tu tiens le fuseau avec ton bloc à main. Ensuite, tu commences à bouger l'arc en l'enroulant autour du fuseau pour créer une friction. Il commencera à chauffer et tu finiras par obtenir une braise. Tu dois alors la déplacer avec précaution vers un tas d'amadou et souffler dessus pour essayer d'allumer le feu. Ce sera difficile la première fois, mais une fois que tu auras compris, tu pourras allumer ton feu en moins de 5 minutes. Maintenant qu'on a le feu, il nous faut de la nourriture. Le choix le plus évident est d'aller pêcher. Dans mon sac à dos magique, j'ai un kit de pêche. Ce n'est qu'une petite boîte avec des hameçons et des fils, mais ça va nous être d'une grande aide. Mais il faut tout de même s'entraîner. Si tu réussis à attraper un poisson, tu devras le faire cuire. Et c'est la partie la plus facile maintenant que tu as du feu. Enveloppe ton poisson dans des feuilles de cocotier, attache le tout avec de l'écorce et mets-le sur les braises de ton feu. Attends une vingtaine de minutes et avant de le manger, assure-toi qu'il est bien cuit. Il suffit de percer le poisson en biais à l'aide d'une fourchette ou d'un cure-dent et de le tordre doucement à l'endroit le plus épais. Si le poisson est cuit, il se défait facilement. Bon appétit! Le soleil se couche. Il faut se préparer pour la nuit.
Pendant la journée, tu dois donc fabriquer un abri avec des bâtons et des feuilles de palmier. Des morceaux d'écorce peuvent servir de corde, mais il est aussi conseillé de se promener le long du rivage et de voir ce qui est rejeté par les vagues. Il peut y avoir beaucoup de déchets et certains d'entre eux peuvent être utiles. Si tu vas sur une île, tu dois emporter des gadgets qui t'aideront à ne pas te perdre. J'ai ici une montre multifonction résistante à l'eau que j'ai achetée sur Amazon. En plus de donner l'heure, elle contient une boussole, un thermomètre, un grattoir, un sifflet et même un allume-feu. C'est vrai, ce n'est pas la peine de te donner tout ce mal avec tes bouts de bois, mais il fallait bien que tu apprennes. Bref, emporte la montre avec toi si tu vas dans la jungle. Il te faut maintenant des matériaux pour ton abri, des bâtons, de l'écorce et des feuilles de palmier, qui sont d'ailleurs plus difficiles à arracher de l'arbre que tu ne l'imagines. Les feuilles sèches sur le sol conviennent aussi. Fais le toit de l'abri avec des feuilles de palmier et mets-en aussi sur le sol pour pouvoir t'y allonger. Mais attention, assure-toi que les feuilles que tu utilises ne cachent pas de serpents, d'araignées ou de scorpions. Tu ne veux rien de tout ça dans ton lit. D'autre part, la nuit, les insectes et de nombreuses autres créatures sortent. Et ils seront très heureux de te rejoindre dans ton abri. Le feu et les termitières autour de ton abri contribueront à en éloigner au moins une partie. Mais d'autres peuvent encore se faufiler et grimper sous tes vêtements, te grimper dessus et te piquer ou te mordre. Il est donc temps d'utiliser le sac à dos magique. J'ai ici un sac de couchage de survie. Comme il ne mesure que 10 cm de long lorsqu'il est plié, il ne prend pas beaucoup de place. Mais il est résistant aux déchirures, imperméable et garde la chaleur de ton corps à l'intérieur. De plus, ses coutures sont scellées, ce qui empêche l'eau, le vent et les insectes d'y pénétrer. Tu peux aussi le trouver sur Amazon. Ne fais pas ton feu juste devant l'entrée de ton abri, car tu risquerais de respirer de la fumée toute la nuit. Voilà, tu es prêt. Mais voici quelques conseils supplémentaires pour survivre. Ton téléphone, qui est probablement la seule chose que tu auras avec toi, est plutôt inutile ici, mais pas totalement. L'écran peut être utilisé pour refléter la lumière du soleil ou de la lune afin d'envoyer des signaux SOS. Deuxièmement, si tu n'as pas beaucoup d'eau en réserve, essaye de garder ton corps au frais. Va dans l'eau de temps en temps pour éviter la surchauffe et la déshydratation. Et bien sûr, garde toujours une trousse de premier secours avec toi. C'est le dernier accessoire de survie que j'ai dans mon sac à dos, également trouvé sur Amazon. Il s'agit d'une trousse résistante à l'eau contenant une paire de ciseaux, des pansements, une pince à épiler, des bandages et d'autres choses utiles. Sur ce, bonne survie, en espérant que tu es maintenant mieux armé en cas de besoin. Bienvenue à la Science et toi. Alors que tu te balades dans la nature, un serpent sort des buissons et te mord la cheville. Quel malheur! Reste calme. Tu dois maintenir ton rythme cardiaque et ta pression sanguine le plus bas possible pour ralentir la propagation du venin. Retire tes chaussures et tes chaussettes. Maintenant, tu dois déterminer si la morsure vient ou non d'un serpent venimeux. Si tu vois 2 plaies profondes sur ta jambe, elles correspondent au crochet d'un serpent venimeux. Dans le cas d'un serpent non venimeux, tu verras de petites marques de dents pointues formant un U. Il existe environ 600 espèces de serpents venimeux et il faut surtout faire attention aux vipères et aux cobras. Chacun de ces serpents a un type de venin différent et nécessite donc des soins différents. Si une vipère te mord, n'appuie pas sur la blessure. Le fait d'emprisonner le venin dans une même zone pourrait aggraver les dommages causés au tissu. Tu dois rapidement te rendre à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner. Si un cobra mord quelqu'un, il faut faire un bandage de compression sur la morsure pour empêcher le venin de se répandre dans le système sanguin. Garde un œil sur la victime pour s'assurer qu'elle respire bien, car le venin de cobra peut paralyser le diaphragme. N'essaye pas d'aspirer le venin. Il se propage si vite dans le sang que ça ne servira à rien. Observe bien le serpent et si possible, photographie-le pour le montrer au personnel médical. Essaye d'avoir une image nette. Passons maintenant aux allergies. La plupart des gens réagissent aux composés allergènes par un écoulement nasal ou des éternuements. Mais d'autres réagissent de manière beaucoup plus complexe. Une éruption cutanée peut être le signe d'une réaction allergique. Ce genre d'irritation peut apparaître 1 semaine après l'exposition aux composés allergènes. Il y a quelque temps, une personne à qui on avait installé un appareil dentaire a développé des éruptions cutanées sous sa montre et sur le ventre.
Il s'est avéré qu'elle était allergique au nickel contenu dans les bagues de l'appareil. Si des cloques apparaissent sur ta peau après être exposée au soleil pendant 1 ou 2 heures, il ne s'agit pas d'un coup de soleil, mais bien d'une réaction allergique. Tu peux aussi avoir des rougeurs, boutons et desquamations. Si cela se produit, rends-toi rapidement aux urgences. On t'examinera et t'expliquera que faire. Certains médicaments peuvent être mis en cause, mais aussi des fruits comme les agrumes ou certains tubercules. Si tu es allergique au pollen, méfie-toi des fruits et légumes. Certains contiennent les mêmes protéines que celles contenues dans le pollen et ton système immunitaire y réagira comme tel en provoquant au passage des démangeaisons, un gonflement de la bouche et peut-être même du visage. Si tu souffres d'une plaie profonde à la main, la première chose à faire est d'appeler une ambulance. Tu es coincé dans une voiture en plein hiver et le froid te fait frissonner, c'est bon signe. Quand la température descend en dessous d'un niveau confortable, le corps tremble pour augmenter sa production de chaleur de près de 500%. Mais les frissons ne te réchaufferont pas très longtemps. Au bout d'un moment, tes muscles manqueront de carburant et ils cesseront de se contracter. Si une personne frigorifiée cesse de trembler et qu'elle s'endort, agis vite. Amène-la à l'abri, retire ses vêtements mouillés, frotte ses mains et ses pieds, enveloppe-la dans des couvertures et applique des compresses chaudes et sèches sur sa poitrine, son cou et son ventre. N'applique surtout pas de compresses chaudes sur ses bras ou ses jambes. La chaleur soudaine forcera le sang-froid à retourner au cœur, au cerveau et aux poumons et fera baisser la température au centre du corps. Alors que tu roules sur une route déserte, tu entends un flash d'urgence météo à la radio. Un « alerte tornade » signifie que l'une d'elles est susceptible de se former. Mais un avertissement de tornade signifie qu'une tornade est apparue sur le radar ou qu'elle a été repérée par une personne. Tu dois aussi te méfier de la grêle. Elle apparaît lorsque les courants ascendants d'un orage poussent les gouttes de pluie dans les nuages épais où elles gèlent. Mais à l'approche d'une tornade, il peut grêler sans pleuvoir. Tout devient subitement calme et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Tu verras alors les nuages se déplacer en rotation ou vers le ciel, puis tu entendras comme un bruit de cascade qui se transformera en rugissement lorsque la tornade se rapprochera. Ce bruit est semblable à celui d'un train ou d'un réacteur d'avion. Des débris commenceront à tomber et un nuage en forme d'entonnoir se mettra à tournoyer, attirant les branches et les feuilles vers le haut. Si la tornade ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite, c'est qu'elle se dirige peut-être vers toi, et tu ne te rendras compte que lorsqu'elle sera trop près. Mets-toi vite à l'abri. Alors que tu es en train de regarder la télévision chez toi, tu entends un étrange bruit de claquement. Cela ressemble à un courant d'air, mais après avoir vérifié toutes les portes, tu ne dis qu'il n'y a rien. Le lendemain, tu sens une pression dans ta poitrine qui empire au fur et à mesure de la semaine. Ces douleurs thoraciques s'accompagnent alors d'une terrible sensation d'épuisement. Tu te dis alors que tu as un problème de santé, mais le vrai problème vient de ta maison. Tu subis peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque ce gaz remplit ta maison, il s'accumule dans ton sang et remplace peu à peu l'oxygène de ton corps. Cet empoisonnement peut provoquer des maux de tête, des nausées et un état de confusion. Dans ce cas, cours dehors pour prendre l'air et appelle les urgences. Procure-toi également un détecteur de monoxyde de carbone et installe-le dans le couloir ou dans la pièce où tu dors. Vérifie les piles 2 fois par an et si l'alarme se déclenche, sors immédiatement chez toi. Alors que tu fais du patin à glace sur un lac gelé, tu entends un craquement et tu te retrouves subitement dans l'eau glacée. D'abord, ton corps va entrer en état de choc à cause du changement soudain de température. Ne panique pas, ça passera au bout d'1 à 3 minutes. Trouve alors un morceau de glace solide auquel t'accrocher. N'essaye pas d'y grimper, mets simplement tes bras sur la glace et pousse avec tes jambes comme si tu voulais nager en avant. Cela t'aidera à ramper doucement hors de l'eau. Une fois que tu es sur la glace, ne te lève pas, car ton poids se concentrera sur une petite surface de glace et elle craquera de nouveau. Continue à ramper ou rouler jusqu'à atteindre la terre ferme. Saurais-tu briser la vitre d'une voiture en toute urgence? Ces vitres sont constituées de plusieurs couches de matériaux dont le but est de les rendre résistantes. Voici comment faire. Évite le pare-brise et la lunette arrière, car ils sont plus difficiles à casser. Opte pour les vitres côté conducteur ou passager. Si tu as un marteau, ne vise pas le centre de la vitre, mais plutôt les bords, là où la vitre est moins résistante. Si les vitres résistent au marteau, tournevis ou autre outil, cherche une petite pierre pointue. Si cela ne fonctionne pas, essaie avec une bougie d'allumage. Ouvre le capot, retire la bougie, casse le boîtier en porcelaine et frappe la pièce de céramique n'importe où sur la vitre. Imagine que tu es en vacances quelque part au bord du Pacifique. Soudain, tu ressens une forte secousse. C'est peut-être le signe avant-coureur d'un tsunami qui approche. Il pourrait aussi déclencher de grosses vagues à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Mais il y a d'autres signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'un d'eux est le changement soudain du niveau de l'eau. Si tu vois l'eau se retirer rapidement et découvrir le fond, cours te réfugier à au moins 30 mètres d'altitude et à 1,5 km à l'intérieur des terres. Selon de nombreux experts, lorsque l'eau de mer commence à se retirer, il reste 5 minutes pour évacuer avant que la vague géante ne frappe. Et n'oublie pas, la science et toi est toujours là pour t'aider.
Oh, tu te retrouves dans de l'eau froide jusqu'au cou. Tu es entouré de glace, tu dois te sortir de là. Lorsque tu nages dans de l'eau glacée, ton corps peut éprouver un certain choc. Tes réflexes risquent de te pousser à halter, mais ne le fais pas. Essaie simplement de garder la tête hors de l'eau. Débarrasse-toi de tout objet lourd comme les bottes, les vestes ou les sacs à dos. Lorsque tu atteins la glace, n'essaie pas juste d'en sortir. Ce n'est pas exactement comme une piscine. Essaie plutôt de te mettre en position horizontale et utilise tes jambes pour nager sur la glace. Serre-toi de tes mains pour te hisser hors de l'eau. Une fois à la surface, roule de côté en t'éloignant du bord, puis rampe, puis marche. Si tu t'aventures dans la nature, il est préférable de préparer quelques affaires à l'avance. Fabrique ton propre allume-feu à la maison. Fais chauffer de l'eau dans une casserole, mets-y un récipient en pyrex et fais-y fondre de la paraffine. Prends ensuite une boîte à œufs et mets des peluches de séchage dans chaque section. Remplis-les de paraffine, puis attends que tout soit solide et découpe chaque petite section. Il suffit d'un seul de ces petits morceaux pour démarrer un feu bien plus facilement. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la jungle. Tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec une languette de boîte de conserve comme hameçon. Il peut aussi être utilisé comme corde à linge si tu le tends entre deux arbres. Il a l'air un peu fragile, mais un seul morceau de fil peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est aussi très inflammable, donc si tu as du mal à allumer un feu, tu peux utiliser quelques mètres de fil dentaire pour le démarrer. Tu peux fabriquer une corde très solide avec une simple bouteille en plastique, si tu as une bonne paire de ciseaux. Coupe le goulot de la bouteille pour qu'elle ressemble à une tasse haute et étroite. Puis, découpe-la comme certaines personnes épluchent une orange, en tournant en rond et en faisant une spirale. Tâche de garder la même largeur durant tout le processus. Le résultat sera beaucoup plus long et plus solide que ce à quoi tu t'attends. Tu peux l'utiliser pour attacher des bâtons ensemble pour faire une hutte, ou tu peux l'enrouler autour de ton sac à dos au cas où il se déchirerait ou autre. Le sucre peut être nocif pour les dents, mais il a un super pouvoir plutôt chouette. Il suffit d'en verser sur un morceau de tissu et de l'utiliser comme un pansement. Oh, c'est délicieux! Les moustiques peuvent être très pénibles et il y en a beaucoup partout. Tu peux fabriquer ton propre répulsif à insectes pour éloigner ces petites bêtes exaspérantes. Il suffit d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume. Ils sont pleins d'huiles essentielles que les moustiques ne peuvent pas supporter. Épluche une orange et frotte son écorce directement sur ta peau, en veillant à la presser légèrement au préalable pour faire ressortir les précieuses huiles essentielles. Une autre bonne façon de tenir les moustiques à distance est d'ajouter un peu de peau d'orange à ton feu de camp. Cela libère les huiles essentielles dans l'air. Tu commences à avoir faim, mais tu n'as rien pour allumer un feu. Vide tes poches, il y a peut-être quelque chose là-dedans que tu pourras utiliser comme allume-feu de fortune. Si tu disposes d'une pile et d'un emballage de chewing-gum métallique, tu as ce qu'il te faut. Coupe une fine bande de l'emballage, assez longue pour pouvoir joindre les deux côtés de la pile. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Prends de l'herbe sèche, des brindilles ou même du papier, tout ce que tu pourras utiliser pour allumer ton feu. La bande de papier d'aluminium devrait s'enflammer immédiatement, alors prépare-toi bien. Un humain peut survivre incroyablement longtemps sans nourriture, mais pas sans eau. Tout dépend de l'endroit où l'on se trouve, mais bien souvent, il n'est pas sécuritaire de boire. Tu peux fabriquer un filtre à eau par toi-même. Tout commence avec un feu. Il se peut que faire bouillir l'eau ne soit pas suffisant. Alors dès que les cendres de ton feu sont refroidies, tu dois les réduire en poudre. N'utilise pas n'importe quelle cendre trouvée au hasard dans la forêt. Il se peut qu'il y ait du plastique fondu dessus ou autre chose du genre. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Coupe le fond et perce un petit trou dans le bouchon. Retourne-la, mets-y environ 5 cm de charbon de bois et verse l'eau bouillie dans la bouteille, tout doucement. Les gouttes sont prêtes à être bues. Si tu trouves des morceaux de cendre dans l'eau, enroule un morceau de tissu propre autour du bouchon pour une filtration supplémentaire. Un chiffon carbonisé peut être utile si tu es perdu dans la jungle. Pour le fabriquer, tu auras besoin d'un récipient en métal avec un couvercle. Mets un morceau de tissu à l'intérieur et place le récipient dans le feu pendant quelques minutes. Le tissu devrait finir par devenir un peu noir sur les bords, mais rester intact. Un tissu carbonisé prend feu très vite, même avec un silex de la vieille école. Si jamais tu fais une randonnée dans le jardin d'un anaconda, écoute bien, reste loin des rivières peu profondes car ces serpents géants aiment y traîner. Si un anaconda décide de te serrer un peu, n'expire pas.
À chaque fois que tu le fais, le serpent va te serrer un peu plus fort. Les anacondas ont toutefois un point faible. Ils n'aiment pas se faire mordre la queue. Ce n'est pas particulièrement délicieux, mais ça aidera à te sortir de là. Les avalanches sont assez puissantes, alors n'oublie pas ces conseils la prochaine fois que tu seras sur les pentes si les choses deviennent un peu dangereuses. Tout d'abord, couvre-toi la bouche, utilise un foulard ou un autre morceau de tissu et ne laisse pas entrer la neige. Garde le bras droit au-dessus de ta tête et n'oublie pas de dégager une petite fenêtre devant ton visage. Cela te permettra de respirer pendant environ une demi-heure. Débarrasse-toi de tout ce qui est lourd, même si c'est cher, mais assure-toi de garder ton sac à dos car c'est une protection supplémentaire. Et accroche-toi à un arbre si tu en vois un. Pour remonter à la surface, bouge comme si tu nageais tout droit. La neige n'est rien d'autre que de l'eau. Si jamais tu te retrouves coincé dans une voiture qui coule, ne panique pas et n'essaie pas d'ouvrir la porte. La pression de l'eau de l'extérieur risque d'être trop forte, tu ne feras que gaspiller une énergie précieuse et cette porte ne s'ouvrira pas. Le meilleur moyen de s'échapper serait de passer par les fenêtres. Il suffit de les baisser et de s'enfuir à la nage. Si tu n'es pas un bon nageur, tu peux essayer de créer ton propre dispositif de flottaison de fortune, comme un sac en plastique avec de l'air emprisonné à l'intérieur. Fais un nœud dedans et assure-toi qu'il est bien serré. La bouteille en plastique serait une bonne option, mais une seule ne suffira probablement pas. Tu peux aussi utiliser un imperméable ou un de ces pantalons étanches ou même une poubelle à l'envers. Si tu as un problème de voiture la nuit, dans la forêt par exemple, tu as besoin de lumière pour voir ce que tu fais. Tout ce qu'il te faut, c'est une bouteille d'eau ou un pichet ou même un bocal à cornichons rempli d'eau. Il te suffit de l'attacher à un projecteur et voilà, l'eau va diffuser la lumière pour que tu puisses mieux voir. Parfait pour monter une tente de secours ou trouver du bois pour un feu. Les pots Mason, ces pots à cornichons, sont très pratiques pour conserver les allumettes. Si tu campes dans une forêt, il est vraiment important de cacher ces allumettes dans un endroit sec et bien sécurisé. Pour le rendre encore plus pratique, prévois un couvercle rabattable. Découpe les bandes sur le côté de tes boîtes d'allumettes et colle-les sur le couvercle de ton pot en verre. Avant ta prochaine grande aventure en plein air, assure-toi d'avoir fait le plein de chocolat noir. Le chocolat est probablement le plus délicieux des aliments de survie, mais c'est aussi l'un des meilleurs. Il est riche en calories et il aide vraiment à remonter le moral. De plus, tu n'as même pas besoin d'une fourchette, d'une assiette ou d'un feu pour le déguster. Une dernière astuce pour aujourd'hui les amis. Tu as toujours du mal à allumer ce feu? Ne cherche pas plus loin que ce sac de chips que tu as secrètement caché à tes compagnons de camping. Les chips à base de maïs se trouvent partout de nos jours, et en plus de leur goût délicieux et de la couleur bizarre qu'elles donnent à tes doigts, elles ont un autre tour dans leur manche. Tu peux les utiliser pour rallumer un feu. Ce genre de chips est inflammable, alors fais-en un petit tas et garde ce drôle de bois sec à portée de main. Ton feu prendra en quelques secondes. L'hélicoptère t'a déposé au milieu d'une jungle tropicale. Tu dois prouver que tu es capable de survivre dans la nature. La jungle est remplie de toutes sortes de bestioles. Écris tes réponses au fur et à mesure. À la fin, elles t'aideront à découvrir si tu as de bonnes aptitudes à la survie en situation réelle. Tu te trouves dans une petite clairière qui précède une jungle dense. Tu dois la traverser pour atteindre le premier point de contrôle. Tu n'as qu'une bouteille d'eau, une boîte d'allumettes et un téléphone dans un étui étanche. Dès que tu fais un pas, un fort grognement venant de derrière te fige sur place. Tu vois un gros lion et il n'a pas l'air content de te rencontrer. Cela ne sert à rien de s'enfuir, le lion est plus rapide et il est aussi excellent pour grimper aux arbres. Il se rapproche. Que dois-tu faire? Tu lèves les mains, tu cries et tu lances ta bouteille d'eau sur le lion pour l'effrayer. Tu ouvres la bouteille et verses de l'eau sur le lion. Tu lui tournes le dos et tu ne bouges plus. Tu as 7 secondes. Ne tourne jamais le dos à un lion. Cet animal sait qu'il doit se méfier des humains, alors commence à faire du bruit et lance-lui la bouteille. Cela devrait t'aider. Mais si le lion ne part pas, alors tu dois commencer à te retirer lentement. Cette fois, la bouteille t'a aidé. Le lion s'enfuit, tu ramasses la bouteille sur le sol et tu t'enfonces dans la jungle. Tu te ferais un chemin dans les fourrés et tu vois 2 oursons. Ils grognent gentiment et semblent vouloir jouer avec toi. Tu penses qu'ils ont soif, alors tu ouvres la bouteille. Que dois-tu faire ensuite? Tu leur donnes de l'eau, tu prends une photo avec les oursons, ils sont tellement mignons. Tu t'éloignes de cet endroit aussi vite que possible.
chaque seconde compte. Tu dois t'enfuir rapidement. S'il y a des oursons ici, alors leur mère est quelque part à proximité. Elle s'en prendra à toi si elle te voit près de ses petits. En courant, tu trébuches sur une racine et tu tombes. Il semble que tu aies réussi à t'enfuir, mais attends, quelque chose de gros arrive vers toi sur la droite. Tu tournes la tête et tu vois un énorme grizzly. Il grogne et se dresse sur ses pattes arrière. Que faire maintenant? Tu te lèves et tu t'enfuis rapidement. Tu grimpes à l'arbre le plus proche et attends que l'ours parte. Tu fais semblant d'être inconscient et tu ne bouges plus. L'ours se rapproche, décide-toi maintenant. Cet animal semble maladroit, mais il court très vite et grimpe très bien aux arbres. En cas de rencontre avec un grizzly, tu dois t'allonger et te figer, prouvant ainsi que tu ne veux pas lui faire de mal. L'ours te renifle et semble vouloir partir, mais ne te lève pas tout de suite. Il peut rester à proximité et t'observer longtemps pour s'assurer que tu es vraiment inconscient. Au bout de 10 minutes, tu ouvres les yeux et tu sens que l'ours a disparu. Maintenant, nous allons ignorer le fait que les ours ne vivent pas dans la jungle et continuer notre aventure. Tu te ferais à nouveau un chemin dans la forêt dense. Tu peux voir la rivière devant toi, mais avant de l'atteindre, tu dois résoudre le problème d'une meute de loups. Quoi? Des loups dans la jungle? Peu importe, ils te considèrent comme leur proie et t'encerclent lentement. Que dois-tu faire? Tu ne les laisses pas t'entourer. Tu appuies ton dos contre un arbre, puis grimpes rapidement dessus. Tu utilises les allumettes pour mettre le feu à l'herbe, le feu fera fuir les loups. Tu cries et asperges d'eau dans différentes directions. Les loups ont certes peur du feu, mais dans le cas présent, tu n'as pas assez de temps pour en faire un. Ne les laisse pas t'encercler. N'importe quel grand arbre te sauvera. D'abord, appuie ton dos contre lui, puis grimpe rapidement avant que les loups ne t'atteignent. La nuit tombe, tu es assis dans l'arbre. Les loups sont fatigués de t'attendre et partent. Tu descends, fais un feu pour te réchauffer et faire cuire de la nourriture. Au fait, que vas-tu manger? Des baies. Tu as trouvé des mûres violettes et rouges, elles ont l'air délicieuses et juteuses. Des fourmis, tu es tombé sur une grande fourmilière. Des champignons, ceux-ci ne ressemblent pas beaucoup à la manite du mouche, ce qui signifie que tu peux les manger. Alors, qu'y a-t-il au menu ce soir? Étonnamment, les fourmis sont la chose la plus comestible pour toi dans cette situation. Tu ne peux pas manger de baies ni de champignons si tu ne sais pas de quel type il s'agit. Ils peuvent être toxiques. Après un copieux dîner de fourmis, tu attends l'aube et poursuis ton chemin. La jungle se termine et tu débouches sur une large clairière verte avec un grand lac à proximité. Tu marches prudemment dans la zone ouverte et tu entends soudain un grondement rapide au loin. Tu regardes autour de toi et tu vois un sanglier sauvage. Il se précipite droit sur toi en s'ébrouant et en rugissant. Que dois-tu faire? Tu cours vers le sanglier en criant, cela va désorienter l'animal. Tu t'allonges sur le sol et fais semblant d'être inconscient. Tu cours jusqu'à la forêt et grimpes dans un arbre. Dépêche-toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dois grimper à l'arbre le plus proche. Les sangliers mangent tout ce qu'ils peuvent. Tu grimpes donc dans l'arbre, mais le sanglier t'attend au sol. Une heure passe, puis une deuxième et une troisième. Le sanglier ne semble pas vouloir partir. Heureusement, l'ours refait une apparition. Il fait fuir le sanglier et ne te remarque pas. Tu attends que les animaux soient hors de vue, puis tu descends de ton arbre. Tu arrives enfin au lac. Tu dois le traverser à la nage. La bonne nouvelle, c'est que tu es un bon nageur. La mauvaise, c'est qu'il y a un requin dans ce lac. Un requin d'eau douce? Bon, passons. Tu plonges dans l'eau et nages jusqu'à la rive opposée. De l'autre côté, il y a une petite jetée avec un vieux bateau de pêche amarré. Où vas-tu aller? Vers la jetée avec le bateau ou vers la rive sablonneuse? Ne t'approche pas du bateau de pêche. Il dégage une odeur de poisson qui va attirer le requin. Il est fort probable qu'il se cache près de la jetée. Tu nages jusqu'à la rive et tu vois un aileron à côté du bateau. Il se retourne et se dirige rapidement vers toi. Le requin t'a repéré. Que dois-tu faire? Tu essaies de nager jusqu'au rivage aussi vite que possible. Tu ne t'éloignes pas à la nage, tu te tournes vers le requin et avances très lentement. Tu plonges sous l'eau et commences à agiter tes bras pour effrayer le requin. Tu dois t'arrêter. Si tu commences à t'éloigner à la nage, le requin pensera que tu es sa proie.
Prends une grande inspiration et essaie de ne pas faire de mouvements inutiles. Le requin s'éloigne à la nage et tu atteins calmement le rivage. Il ne te reste plus qu'une courte distance à parcourir jusqu'à ta destination. Il y a un marécage sur ton chemin. Tu en fais le tour, puis tu remarques un objet vert qui se déplace lentement vers toi. C'est un alligator. Il sort du marécage et semble t'avoir choisi pour déjeuner. Que dois-tu faire? Tu t'enfuis rapidement. Tu t'allonges sur le sol, face contre terre, et tu ne bouges plus. Tu sautes sur le dos de l'alligator pour l'effrayer. Les alligators sont des animaux rapides, mais ils ne le sont que sur de courtes distances. Alors n'hésite pas et fuis immédiatement. L'alligator n'essaiera même pas de te rattraper si tu es loin. Devant toi, tu peux voir un drapeau planté dans le sol. C'est ton point d'arrivée. Tu cours joyeusement vers lui et entends un sifflement. Tu t'arrêtes et fixes l'herbe. Dans celle-ci, tu remarques un petit serpent. Il semble être venimeux, mais tu ne souhaites pas l'examiner. Que dois-tu faire? Tu trouves un long bâton et tu le pointes vers le serpent pour qu'il se jette sur le bâton plutôt que sur toi. Tu te mets à une distance sûre et contournes le serpent. Tu siffles bruyamment en réponse pour faire fuir le serpent. La réponse la plus simple est la bonne. Le serpent ne sautera pas si tu recules. Tu fais un pas de côté et cours jusqu'au drapeau. Enfin, tu as accompli ta mission et tu as survécu. Dans le ciel, tu vois un hélicoptère qui passe. On dirait qu'il ne te voit pas. Il est en train de s'éloigner et tu dois faire quelque chose pour que le pilote te remarque. Tu as des allumettes, de l'eau et ton téléphone. Que dois-tu faire? Tu n'as pas le temps de faire un feu. Tu dois utiliser l'écran du téléphone. Réfléchis à un rayon de soleil et dirige-le vers l'hélicoptère. Ça y est, tu as été repéré. L'hélicoptère vient te chercher et tu comptes tes points pendant le vol. 0 à 2 points. Tu n'es rien d'autre qu'une proie pour les animaux sauvages. Mais après cette vidéo, tes chances de survie vont certainement augmenter. 3 à 7 points. Tous les animaux n'oseront pas se jeter sur toi, mais tu dois tout de même faire attention. 8 à 11 points. Tu as prouvé que l'homme est au sommet de la chaîne alimentaire. Fais juste très attention en présence de ces grizzlies de la jungle. Ok, tu tombes d'une falaise. Tu ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Zut, tu es dans une position délicate. Il est temps de diviser le chemin en plusieurs étapes. Essaie d'attraper tout ce que tu vois en tombant. Des arbustes, des arbres, des rochers. De cette façon, tu divises une longue chute en plusieurs plus courtes. À chaque nouvelle descente, l'impact diminuera. Si une partie suffisante de l'impact est absorbée, cela signifie que tu as une meilleure chance de survie. Et voilà une autre chance pour tomber amoureux, mais pas avec elle. C'est la même chose si tu tombes par la fenêtre. Essaie de t'accrocher à tout ce qui se trouve sur ton chemin. Cela ne te retiendra probablement pas, mais au moins tu auras plusieurs intervalles de chute qui t'aideront à réduire ta vitesse. Un auvent pour t'arrêter peut te sauver la vie, qu'il soit en plastique ou en verre. Dans les deux cas, tu souffriras mais tu survivras. Peut-être. Tu dois aussi plier un peu les genoux. Si tu les fléchis, tes jambes toucheront le sol simultanément et les conséquences seront moins graves. Un autre conseil est que lorsque tu atterris, tu essaies de le faire sur la pointe des orteils et jamais sur des jambes droites et rigides. Et surtout, n'oublie pas de te couvrir la tête avec tes bras. Ils te permettront d'épargner ta tête, que tu atterrisses sur du béton ou dans une flaque de boue. Les sables mouvants ne sont pas aussi dangereux que le montrent les films. Si tu te retrouves coincé dans des sables mouvants, zut, tu es dans une situation délicate. Commence par rester calme. Ensuite, tu ne risques pas de t'enfoncer plus loin que jusqu'à la taille. Débarrasse-toi de tout ce qui te rend plus lourd, chaussures, sacs, même les vêtements. Agite tes jambes pour faire de la place afin que l'eau s'infiltre. Cela t'aidera à t'échapper. Il faut toujours avoir les bras levés. Essaie de flotter mais pas sur le ventre. Fais de petits pas vers l'arrière. Les grands pas sont plus difficiles à effectuer. Il te faudra donc plus de temps pour sortir. Lorsque tu atteindras une surface solide, laisse-toi rouler hors de ce sable mouvant. Survivre à une attaque perpétrée par un animal sauvage peut être difficile, mais une foule de personnes n'en est pas moins dangereuse. La foule peut se déplacer comme un fluide, mais ne pas te laisser t'échapper. Si tu es coincé entre des centaines de personnes, zut, tu es dans une position délicate. La règle numéro 1 est de ne pas t'arrêter. S'arrêter est le moyen le plus rapide de tomber. Si jamais tu tombes vraiment, crée une poche d'air. Place tes bras au-dessus de ton visage et de ta poitrine comme si tu te trouvais en position fétale. Si tu réussis à rester debout, dès que tu sens la vague arriver, bouge avec elle et de côté en même temps.
Si tu es perdu dans la nature et que tu as besoin d'aller pêcher, tu peux utiliser une languette de boîte de conserve. Donne-lui la forme d'un hameçon, coupe-la en biais et retire le métal pour qu'elle ressemble à un véritable hameçon. L'essentiel est de créer une pointe acérée. Une boîte de conserve peut aussi devenir une cuisinière de fortune. Prends une boîte de conserve et découpe un trou sur le côté. Mets du bois d'allumage à l'intérieur et allume-le. Tu peux faire frire un œuf par-dessus. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la nature. Premièrement, tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec un hameçon de boîte de conserve. Il peut également servir de corde à linge tendue entre deux arbres. Il est fin, mais un seul bout peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est possible de fabriquer une lance en liant un long bâton et un couteau avec du fil dentaire. C'est aussi assez inflammable, alors si tu ne disposes pas de bois d'allumage pour mettre le feu à de plus gros morceaux de bois, essaie de le brûler. Le fil dentaire peut aussi être un excellent lacet de fortune. Une simple bouteille en plastique peut faire une corde très solide si tu as un bon couteau. Tout d'abord, il faut trouver une petite souche. Elle doit avoir un diamètre à peu près identique à celui de ta bouteille. Fais une fente au centre de la souche, puis découpe-y une entaille suffisamment large pour que la lame de ton couteau puisse s'y insérer. Enlève le goulot de la bouteille et réalise une petite incision sur son bord. Sa largeur dépendra de la largeur de la corde que tu veux faire. Place le bord de la bouteille dans la fente centrale et mets le couteau dans l'encoche de la souche avec la lame vers la fente. Commence à faire glisser lentement la bouteille par la fente. Tu verras la bouteille tourner. En tournant, la lame découpera la corde. Tu peux l'utiliser pour construire une hutte car elle peut très bien fixer des rondins. Un humain peut passer plusieurs jours sans nourriture, mais il lui est impossible de survivre sans eau. Dans la nature, l'eau peut parfois être délicieuse, mais si tu sens qu'elle n'est pas potable, tu peux avoir besoin d'un filtre à haute fortune. Commence par faire un feu. Bouillir l'eau peut ne pas suffire, alors dès que les cendres du feu sont froides, il faut les broyer pour obtenir une consistance poudreuse. N'utilise pas de charbon de bois que tu aurais trouvé par hasard dans la forêt, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Découpe le fond et fais un trou dans le bouchon. Retourne-la, ajoute un peu de charbon de bois, 7 ou 8 cm suffisent, et verse l'eau dessus. L'eau qui coule est prête à être consommée. Pour récupérer l'excès de charbon, enveloppe le bouchon avec un morceau de tissu propre pour une filtration supplémentaire. Bon, tu commences un peu à avoir faim et tu dois probablement allumer un feu. Zut, tu n'as pas d'allumette ni de briquet. Vide tes poches pour voir si tu peux faire un allume-feu de fortune. Si tu as une pile, probablement celle de ta lampe de poche, et un emballage de chewing-gum, ça ira. Tu dois couper une fine bande de l'emballage en aluminium, mais elle doit être assez longue pour relier les deux extrémités de la batterie. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Rapproche-toi de la pile d'herbes sèches, de petites bûches ou même de papier, tout ce que tu vas utiliser pour allumer ton feu. La bande d'aluminium s'enflammera en quelques secondes, mettant le feu au bois d'allumage. Les moustiques sont vraiment très pénibles et il y en a beaucoup dans les bois. Tu peux fabriquer ton propre répulsif artisanal pour éloigner ces nuisibles. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume rempli d'huiles essentielles. Épluche une orange et frotte sa peau directement sur la tienne, en la chiffonnant un peu avant pour faire sortir ces précieuses huiles essentielles. Un autre moyen utile pour tenir les moustiques à distance est d'ajouter quelques écorces d'orange à ton petit bois. En brûlant, les huiles essentielles se libèrent et font fuir les bestioles. Si tu veux envoyer le signal que tu es perdu et que c'est une urgence, couvre 3 petits feux avec de la végétation verte, comme de l'herbe, puis recouvre-les à nouveau avec un tissu humide. Tu auras de grandes bouffées de fumée blanche. 3 bouffées d'affilée, ça veut dire urgence. En ajoutant un peu d'huile à ton feu, la fumée deviendra noire. Si tu n'as pas d'huile, utilise de l'écorce de bouleau à la place. Rappelle-toi, plus tu allumes le feu en hauteur, mieux c'est. Alors monte à un endroit visible. Si quelqu'un t'a attaché les mains ensemble, zut, tu es dans une situation délicate. La première chose à faire est de bouger les poignets pour desserrer ce lien. Les cordes peuvent généralement être coupées par friction contre des objets durs et tranchants. Si tu es attaché avec un collier de serrage, essaie de le casser. Serre les poings, presse les articulations, lève les mains au-dessus de la tête, puis abaisse-les brusquement. La pression va permettre de briser le lien. Tu peux aussi essayer de te dégager du nœud du collier de serrage. Si tu serres d'abord les poings, tes poignets s'élargiront, ce qui aura pour effet de desserrer les liens. Lorsque tu détends tes mains, les liens se relâchent, ce qui te permet éventuellement de te glisser hors du nœud. Le ruban adhésif peut être mâché, ou si tu le mouilles, il deviendra plus malléable et plus facile à détacher. Tu peux même l'humidifier avec ta salive. Traverser un courant d'eau peut être plus dangereux que ce que l'on croit. Lors de la traversée, il faut choisir une section droite et large. Avant d'entrer dans l'eau, il faut vérifier si le courant n'est pas trop rapide.
Jette-y un bâton et si celui-ci va plus vite que ton rythme de marche moyen, envisage de traverser à un autre endroit. Ou alors essaie de trouver un bateau qui se trouve à proximité. Pourquoi faire compliqué après tout? Tu te promènes en voiture avec ton amie Annie dans l'arrière-pays australien. Le soleil est brûlant, mais tu vois un groupe de mignons kangourous qui sautillent. Tu arrêtes la voiture et sors pour les filmer avec ton téléphone. Tu fais même une story en direct pour impressionner tes amis et tes followers. Soudain, l'un des kangourous s'élance vers vous à toute vitesse, prêt à vous tomber dessus. Bon, arrêtons-nous ici une seconde, juste avant que toi ou ton ami ne soyez blessés. Les kangourous ont des pattes extrêmement puissantes et peuvent sauter jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ces pattes puissantes leur permettent de se déplacer par bonds à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, plus vite que n'importe quel être humain. Donc si tu envisages de distancer une foule de kangourous en colère, ou ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, tu n'as aucune chance d'y parvenir. Ils t'auront pourchassé et mis à terre avant même que tu n'atteignes ta vitesse maximale. Leur queue est tout aussi puissante et agit parfois comme un 5e membre lorsqu'ils broutent paisiblement dans un champ. Tout comme les vaches, les kangourous se nourrissent généralement d'herbes, mais aussi d'arbustes, de mousse et même de champignons. La queue est essentielle à l'équilibre du kangourou et représente la moitié de sa taille en station debout qui peut avoisiner les 1,80 m. Revenons à nos moutons. Le kangourou n'est plus qu'à quelques mètres de toi. La première chose que tu dois faire est de protéger ton corps. Tourne-toi sur le côté et allonge le bras. Assure-toi que ta tête est hors de portée. Leurs pattes sont dotées de griffes acérées qu'il vaut vraiment mieux éviter. Les coups sont portés des 2 pieds. Ils déplacent alors leur poids sur la queue, puis déploient leurs pattes arrière, assénant un double coup de pied poussé à leur adversaire, en l'occurrence Annie et toi-même. Les pieds de ces animaux sont énormes, ce qui les rend extrêmement dangereux. Le temps est encore figé, alors Annie et toi prenez position, prêts pour l'attaque du kangourou. Et... action! Le kangourou se tient face à toi comme un boxeur sur un ring. Il se rapproche, mais tu es dans la bonne position pour réduire au maximum les dégâts. Toutefois, même en sachant comment se défendre, affronter un kangourou de 1,80 m n'est pas la meilleure stratégie. Le mieux que tu puisses faire est de reculer lentement sans le surprendre. Ne lui tourne pas le dos au risque de subir une attaque par derrière. Si battre en retraite ne suffit pas, fais-lui comprendre qu'il a remporté cette bataille. Ne prolonge aucun contact visuel et si tu peux, essaie de te recroqueviller sur toi-même. Tu as peut-être manqué certains signes d'alerte en les observant de loin. Les kangourous ne tapaient pas du pied parce qu'ils étaient contents de te voir. En réalité, ils te faisaient signe de ne pas approcher. Quand l'un d'eux a sauté vers toi, il s'est dressé haut sur ses pattes et a fléchi ses muscles pour affirmer sa position de dominant. Ta plus grosse erreur a été de t'arrêter alors qu'ils paissaient tranquillement. Ils t'ont considéré comme une menace et se sont mis sur la défensive. On peut voir plusieurs bébés kangourous qui sortent la tête de la poche de leur mère. Les kangourous femelles ont une poche sur leur ventre faite d'un pli de peau pour abriter les bébés. Les nouveau-nés font la taille d'une grappe de raisin, mais ils atteindront bientôt la taille impressionnante qu'on leur connaît à l'âge adulte. Au bout de 10 mois seulement, les petits sont prêts à sortir de la poche de la mère pour se mettre à sautiller par eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, Annie et toi avez survécu à cette confrontation pour l'instant. Mais que se passe-t-il si tu te retrouves face à un kangourou de 12 mètres de haut? Je plaisante, tenons-nous-en à la stricte réalité et aux événements hautement probables. Par exemple, que faire en cas de rencontre avec un grizzly? La première chose à savoir, c'est qu'ils sont très mignons quand ils cueillent des baies ou se grattent le dos contre les arbres, mais leur côté sombre dépasse de loin celui des kangourous. Vous êtes en plein pique-nique, Annie et toi, quand soudain, un grizzly s'approche, attiré par l'odeur de la nourriture. Ne panique pas, nous allons de nouveau figer le temps pour te donner une chance de réfléchir à ce qu'il faut faire. En général, le meilleur moyen de survivre à une attaque de grizzly est de l'éviter complètement. Les grizzlies sont de grands vagabonds, toujours à la recherche des meilleurs spots pour s'alimenter. L'odorat de cet ours est impressionnant, et c'est bien son nez qui l'a conduit directement à votre pique-nique. L'ours est tout près de toi. Ne t'affole pas. Tu dois simplement lui montrer que tu n'es qu'un visiteur sur son territoire. Recule lentement, tout en parlant d'un ton bas et calme. Il doit savoir que tu ne lui tiens pas tête, car la créature dominante ici, c'est bien lui. Il y a beaucoup de tension lors d'un face-à-face avec un ours, alors ne lui tourne pas le dos et ne t'enfuis pas. Cela ne fera que le provoquer à te prendre en chasse, et tu as peu de chances de gagner la course.
Ces animaux sont plus rapides que les humains et savent nager et grimper aux arbres. Donc, à moins que tu ne saches comment te faire pousser des ailes et t'envoler, ne tente pas de distancer un grizzly. Le contact visuel est lui aussi à éviter. Tout comme les mignons kangourous, les ours prennent ce regard très au sérieux et surveillent chacun de tes mouvements. Un contact visuel direct et prolongé sera perçu comme un signe d'agression ou de défi. Les grizzlies sont du genre à tester leur adversaire en essayant de lui faire peur. Ils peuvent même simuler une charge pour évaluer sa réaction. Quoi qu'il fasse, il te faudra tenir bon. Si l'ours baisse la tête et fait saillir son cou vers toi, c'est qu'il compte te charger. Comme nous avons figé le temps, pour l'instant, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel sera son prochain mouvement. Replongeons dans l'action pour voir ce qu'il va faire, car tu devras planifier ton prochain coup en fonction de celui de l'ours. Alors, action! Le grizzly ne montre aucun signe d'agressivité jusqu'à présent. Il est juste curieux du décor. Rappelle-toi les consignes. Pas de contact visuel. Ok, l'ours commence maintenant à montrer une certaine hostilité, ce qui signifie qu'il pourrait t'attaquer. Reste où tu es. Il se rapproche. La meilleure chose à faire dans ce scénario est de te soumettre complètement en t'allongeant à plat ventre sur le sol et en couvrant ta tête avec tes bras. Reste immobile. L'ours pourrait comprendre que tu te soumets et s'en aller. Il leur arrive parfois de rester dans les parages pendant un certain temps avant de décamper. Heureusement, cet ours n'en avait qu'après la nourriture du pique-nique. Il a donc attrapé les sandwichs et est parti. Vous avez eu de la chance pour cette fois. Mais si l'ours s'était décidé à attaquer, il aurait fallu le repousser autant que possible. Utilise tous les objets à proximité pouvant te servir de projectile. Vise alors les points les plus sensibles, comme les yeux ou le museau, et lance-les de toutes tes forces. Ce qui distingue les pumas des autres prédateurs, c'est qu'ils sont d'excellents traqueurs. Alors que tu fais une randonnée en forêt, tu ne réalises pas que tu n'es plus seul et qu'une présence invisible et menaçante accompagne depuis peu ta promenade. Les pumas te traqueront s'ils pensent que tu es comestible et peuvent surgir de nulle part au moment opportun. Ces félins n'attaquent pas les humains en principe, mais qui sait ce qui peut bien se passer dans la tête d'un si gros chat? La règle d'or face à un puma est à peu près la même que pour les autres animaux. Tiens bon et ne prends pas la fuite. Courir pourrait déclencher une attaque immédiate du félin et il te rattrapera à coup sûr. Ces animaux sont forts et ont des réflexes très rapides. Leurs griffes sont puissantes et leurs morsures sont encore pires. Tu ne veux pas être poursuivi par l'un d'eux. Alors que tu lui fais face, essaie de paraître plus grand que le puma. Lève les bras et gonfle ta poitrine. Garde toujours le contact visuel pour essayer d'affirmer ta domination. Tu ne dois pas paraître plus faible ou soumis au félin, contrairement au grizzly ou au kangourou. A l'inverse, tu dois montrer que tu es plus puissant que lui. Alors ne te recroqueville pas et ne tremble pas. Il surveille chacun de tes mouvements. La suite des événements repose sur lui. Reprenons, d'accord ? Bon, on dirait qu'il se montre agressif. C'est un puma coriace et il ne veut pas perdre sa proie. Si le fait de paraître imposant ne donne rien, essaie d'agiter tes bras dans tous les sens et de crier très fort. Si tu peux lui jeter des pierres pour l'effrayer, ce serait un plus. Le félin a l'air de vouloir attaquer. Quoi qu'il arrive, ne flanche pas. Au bout d'un moment, il se soumet et s'enfuit. Tu as gagné cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas la prochaine fois. Si le puma s'en prend à toi, ta seule option pour rester en vie est de te défendre et de rendre les coups. Appuie-toi sur ton environnement pour t'aider et surtout, n'abandonne pas. Tu y es enfin. Après tout cet entraînement, te voilà prêt pour ton premier saut en parachute. Plein de confiance, tu te diriges vers la porte de l'avion alors qu'il atteint l'altitude de 3700 mètres. Tu t'élances dans les airs, mais à la dernière seconde, tu entends l'instructeur te crier quelque chose. « Je n'ai pas vérifié ton parachute !» Tu ne l'entends pas alors que tu t'éloignes déjà de l'avion. Tu ne vois que son expression inquiète. On dirait que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Tu tires sur la poignée pour libérer le parachute. Mais il ne se déploie pas correctement et s'ouvre en une espèce de grosse bourre. Tu commences à tournoyer de plus en plus vite. Tu as le tournis, mais tu dois te ressaisir. Chaque seconde est cruciale. Et depuis cette altitude, tu as moins d'1 minute pour agir. Tu adoptes la formation Bowman, en étalant ton corps avec tes bras et tes jambes pour former un X. Cela crée un peu plus de traînée, ce qui te permet de te stabiliser un peu. Maintenant, tu as plus de temps pour déployer ton parachute de secours.
Encore étourdi par le tournoiement, tu essayes de te rappeler où il se trouve. Tu attrapes ce que tu penses être la bonne sangle et tu tires fort. Oh non, c'est une sangle de jambe. Tu as desserré l'attirail sur ton dos et maintenant tu commences à glisser hors des sangles. C'est pas ton jour de chance. Tu t'accroches et tu resserres la sangle de jambe. Ah oui, la procédure de sécurité te revient maintenant. Étape 1, débarrasse-toi du parachute principal au moyen de la poignée rouge. C'est fait. Maintenant, tu es de nouveau en chute libre. Étape 2, à présent, trouve la poignée argentée du câble de déclenchement pour éjecter le parachute de secours. Tu dois te dépêcher. Le sol se rapproche à vitesse grand V. Où est cette poignée? Oups, elle est là, située à gauche de ta poitrine. Tu tires dessus avec force. Flop! Le parachute se déplie, s'étire et freine ta descente. Tu es maintenant soulagé. Le souffle coupé? Le cœur qui bat la chamade? Oh que oui! Enfin, tu peux profiter de la vue. Pendant environ 10 secondes avant d'atterrir au sol. Tout doucement, les pieds en premier. Ça a l'air marrant quand même. On remet ça quand tu veux. Comme toujours, au lieu de prendre les escaliers, tu utilises l'ascenseur. Les chances qu'il ait un accident sont d'1 sur 10 millions. Tu as 10 fois plus de chances d'être frappé par la foudre. Mais aujourd'hui, tu te trouves hélas dans cet ascenseur malchanceux. Alors que tu descends du 5e étage, le système de poulie rencontre un problème. Un câble se rompt et l'ascenseur commence à tomber. Rapidement, tu t'allonges sur le dos en plaçant un bras autour de ta tête pour la protéger de l'impact et l'autre bras sur ton visage pour le préserver d'éventuelles chutes d'objets. Tu étales tes jambes de manière uniforme. En quelques secondes à peine, tu te prépares à l'impact. Il s'écrase et les débris du dessus s'abattent autour de toi. Bien joué, tu as évité les blessures. Mais serait-il possible d'altérer la force de l'impact en sautant? Réfléchis bien. Si tu sautais trop tôt, il serait encore plus sévère, car ta vitesse augmenterait dans la descente. Et si tu sautais trop tard, la vitesse de ton saut vers le haut te ferait te cogner la tête, car l'ascenseur se serait arrêté. Il faudrait que tu sautes au moment précis de l'impact pour que ta propre vitesse soit d'une quelconque efficacité. Et sans la capacité de voir à travers l'acier, ce serait une question de chance. Il est donc préférable d'utiliser la méthode où l'on se couche. Bonne chance en tout cas. Tu te rends au travail en voiture en passant sur le même pont que tous les autres jours. Aujourd'hui, il y a plus de trafic que d'habitude. Tu es coincé dans un embouteillage. Le pont commence à grincer. Malheureusement, il est possible que des ponts à la structure défectueuse s'effondrent sous un poids excessif. Et voilà, c'est justement le cas. Lorsque le pont s'effondre dans la rivière, ta voiture commence par flotter. L'eau monte lentement autour de toi pendant qu'elle se met à couler. Tu essayes de rester calme et de prendre une grande inspiration. Tu as jusqu'à 2 minutes avant que la voiture ne coule complètement. Tu dois agir rapidement et abaisser la fenêtre. En enlevant ta ceinture de sécurité, tu remarques que l'eau est montée au-dessus des fenêtres. Tu essayes de les ouvrir, mais elles sont complètement coincées à cause de la pression. Tu as raté ta chance. Tu t'enfonces encore plus et tu songes à ouvrir la porte. Mieux vaut ne pas faire ça. Cela fera couler ton véhicule encore plus vite. De plus, il sera encore plus dangereux de sortir. La voiture touche le fond et l'eau y pénètre lentement. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais la pression est si intense qu'elle ne bouge pas. Tu penses à l'eau qui rentre. Peut-être que si tu attendais qu'il y ait assez d'eau à l'intérieur, cela pourrait réguler la pression, permettant aux portes de s'ouvrir. Mais avec le peu d'air qui resterait, et si les portes ne fonctionnent toujours pas, ce serait courir un trop grand risque. Ton seul choix est de briser la fenêtre. Tu y parviens facilement grâce à la pression de l'eau, qui se répand rapidement à l'intérieur. Tu prends ta dernière grande inspiration en te tenant au cadre de la fenêtre. La voiture se remplit rapidement quand le débit d'eau s'arrête soudain. Tu te hisses à travers la fenêtre et tu poses tes pieds sur la voiture. Tu pousses vers le haut et tu nages jusqu'à la surface. Rappelle-moi de ne jamais faire de covoiturage avec toi. Ensuite, tu fais une randonnée dans la forêt et tu trouves l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Tu prends une photo et elle est superbe. Mais attends, dans quelle direction aller pour rentrer au camp? Il commence à faire nuit et tu n'as aucune idée de comment tu es arrivé ici. Tu vérifies ton téléphone. Il a une carte, donc tout ira bien, non? Mais tu as pris beaucoup trop de photos de la nature et ta batterie est épuisée. Tu peux survivre jusqu'à 3 heures sans abri par mauvais temps. Tu peux rester sans eau pendant 3 jours et jusqu'à 3 semaines sans nourriture. Tu dois considérer tes prochaines actions par ordre d'importance. Ta première tâche est de construire un abri. Tu appuies un grand bâton contre un arbre pour soutenir un toit. Ensuite, tu construis 2 murs sur les côtés, formant ainsi une armature solide. Il y a beaucoup de feuilles dans la forêt et tu couvres ton toit avec des tas de feuilles pour l'isolation. À l'intérieur, tu construis un joli matelas de feuilles.
Tu entres et attends le matin en espérant avoir un sommeil réparateur. Tu as terriblement mal dormi, mais tu n'as pas vraiment le temps de leur laisser une revue pourrie sur ton site de booking favori. Ta tâche suivante consiste à trouver de l'eau. Tu suis un dénivelé du terrain pour finalement aboutir à un ruisseau. De l'eau propre, check. Tu continues à marcher dans le sens du courant en espérant qu'il te mène à une rivière. Tu as plus de chances de trouver des gens et des traces de civilisation le long de grandes étendues d'eau. Les heures passent et ton ventre gronde. Tu cherches autour de toi de quoi te rassasier. Il y a des baies et des champignons, mais tu ne les reconnais pas. Il est préférable de ne pas manger quelque chose si tu ignores tout de sa toxicité. Tu cherches des insectes sous les vieux troncs et les branches. Tu as trouvé quelques vers de farine qui peuvent être mangés crus. Certains insectes, lorsqu'ils sont cuits, peuvent être une source importante de fer, de protéines et de vitamine B12. Tu les regardes et tu perds bien vite l'appétit. On verra peut-être après. Enfin, le ruisseau se jette dans une rivière et, juste devant, se trouve un pont, pas celui qui est tombé plus tôt. Tu sembles sorti d'affaires. Tu jettes ces insectes répugnants et tu te lances dans ta prochaine aventure, trouver un restaurant. Bon, on n'ira jamais faire du camping ensemble non plus. Tu te promènes maintenant dans un champ. Le vent se lève et, non loin de là, une tornade se forme. Tu commences à t'en éloigner en courant, mais tu ne peux pas la distancer, car elle se déplace jusqu'à 100 km/h. Ta principale préoccupation n'est pas la tornade en elle-même, mais les arbres et les bâtiments que la tornade emporte, les transformant en de dangereux objets volants. Ils sont entraînés à une vitesse folle, car ils sont portés par des vents rapides qui peuvent avoisiner les 500 km/h. Tu cherches un abri, mais il n'y a rien de tel. Ta seule option est un fossé qui ne soit pas entouré d'arbres ou d'autres objets cassants. Tu te cales dans le fossé et couvres ta tête avec ta veste, en la maintenant avec tes bras pour te protéger. Couché à plat, avec ce bruit de tonnerre tout autour de toi, tu as l'impression de te trouver dans un moteur à réaction géant. C'est un son terrifiant, mais heureusement, tu ne te trouves pas sur le chemin de la tornade. Tu peux entendre les petits débris siffler au-dessus de ta tête, et beaucoup d'entre eux s'abattent tout autour de toi avec un bruit sourd, mais fort heureusement, ils t'épargnent. Tout redevient calme. Tu restes allongé en contrôlant ta respiration et en essayant de te détendre. Tu ne te lèves pas encore, car le pire est peut-être encore à venir. Les tornades peuvent durer de quelques secondes à plus d'1 heure. Tu ne prends pas de risques et tu restes dans ton fossé pendant toute l'heure. Puis finalement, quand il est clair qu'elle est partie, tu époussettes ta veste et tu rentres chez toi. En attendant, tu portes vraiment la poisse. Je te supprime donc de mes contacts et je te vire de ma liste d'amis sur les réseaux. Enfin, je ferai tout ça dès que je serai sorti de l'hôpital. C'était un survol de routine pour les gardes-côtes. Des kilomètres et des kilomètres d'océan d'un bleu profond. Soudain, les gardes ont remarqué un drapeau étrange sur une île déserte située entre Key West et Cuba. Ils sont descendus de 150 mètres pour voir ce qui s'y passait. 2 hommes et une femme agitaient les mains en signe de détresse. Il était évident qu'ils avaient besoin d'être immédiatement secourus. L'équipage n'a pas pu atterrir tout de suite à cause du mauvais temps, mais ils ont largué de la nourriture, de l'eau et une radio afin de découvrir pourquoi ils étaient là. Ils ont appris que les naufragés se trouvaient aux Bahamas depuis 33 jours déjà. Le bateau avait chaviré lors d'une tempête et ils avaient nagé jusqu'à l'île la plus proche. Ils ont aussi informé l'équipage que la femme avait besoin d'aide le plus vite possible. Le lendemain, l'équipe de sauvetage est venue en hélicoptère et a amené les naufragés dans un hôpital de Key West. Cela leur a permis d'éviter de graves complications de santé. Toutes les personnes ayant participé à l'opération de sauvetage ont été surprises par la façon dont ces personnes avaient su faire face à la situation, ainsi que par la cohérence de leurs propos. Donc, 5 semaines sur une île sans nourriture ni source d'eau potable. Comment ont-ils survécu, te demandes-tu sûrement? Eh bien, ils ont eu la bonne idée d'utiliser des noix de coco pour s'hydrater et des coquillages pour se nourrir. Et ils ont eu une étincelle de génie en fabriquant un drapeau afin que d'éventuels sauveteurs puissent les voir. Voilà l'un des secrets pour survivre si tu te trouves un jour dans une situation similaire. Brûle du bois humide ou mouillé pour faire de la fumée. Dispose des fusées éclairantes en triangle, empile de grosses pierres pour écrire SOS ou Help. Ces signaux de détresse sont tous reconnus internationalement. Si tu changes d'emplacement pour une raison quelconque, laisse derrière toi une flèche faite de pierre indiquant la direction que tu as prise. Pour que le sauveteur puisse aussi t'entendre, fabrique un sifflet à partir d'un gland. Tiens un gland des 2 mains entre ton pouce et ton index. Fais un triangle avec tes pouces près du sommet du gland. Tiens-le près de ta bouche et souffle un peu d'air dans le triangle.
Tu devras t'entraîner un peu pour obtenir un volume sonore suffisant. Ah, c'était trop fort! Si tu te perds, souviens-toi de la règle de 3 pour rester calme et faire les bonnes choses dans le bon ordre. Tu peux survivre 3 minutes sans air, 3 heures dans une température extrême, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture. Commence par construire un abri. Puis va chercher de l'eau. Et seulement ensuite, occupe-toi de la nourriture. Si tu as plus de chances que les naufragés des Bahamas et que tu as des allumettes sur toi, rends-les imperméables. Recouvre-les d'une fine couche de vernis à ongles transparent et laisse-les bien sécher. Pour avoir toujours quelque chose pour les allumer, colle un morceau de papier de verre sur le couvercle d'une boîte en plastique et place tes allumettes à l'intérieur. Tu fais tes bagages pour une randonnée? Les vêtements en coton ne te protégeront pas et ne te tiendront pas au chaud dans la nature. Il leur faut une éternité pour sécher quand tu as transpiré ou qu'il a plu, et les vêtements humides perdent la chaleur 25 fois plus vite que les vêtements secs. Si tu ne veux pas geler, opte pour du polyester, du nylon ou de la laine. Emporte des serviettes en microfibre qui sèchent en 1 heure. C'est quoi ce bourdonnement? Avant de t'enfuir en courant, horrifié, rappelle-toi que la présence d'abeilles est un bon signe. En général, elles ne s'éloignent jamais de plus de 6 à 8 km d'une source d'eau. Mais elle a l'air plutôt sale, non? Tu peux utiliser ton t-shirt ou un bandana comme filtre à eau. Place une de ses extrémités dans un récipient rempli d'eau boueuse, placé au-dessus d'un récipient vide qui recevra l'eau propre. L'autre partie se place là. L'eau se déversera à l'intérieur et sera nettoyée au passage. Veille à faire bouillir l'eau filtrée avant de la boire. Tu n'as plus d'eau? Les arbres sont la solution. Ils perdent toujours un peu d'eau dans l'atmosphère, donc tu n'as plus qu'à la récupérer. Trouve un arbre vert et touffu avec beaucoup de branches. Au lever du soleil, attache un sac en plastique sur la branche qui a le plus de feuilles de manière à les recouvrir complètement. Ajoute une petite pierre dans le sac pour lui donner un peu de poids. Pendant la journée, l'eau des feuilles se condensera directement dans ton sac. Le produit final sera si pur que tu n'auras même pas besoin de le filtrer. Si tu vois un halo autour du soleil, c'est un signe clair que la pression est sur le point de baisser. Elle apportera sûrement de la pluie ou de la neige dans les prochaines 24 à 36 heures. Si le halo est brisé, tu peux même prédire d'où viendra la tempête. Du côté endommagé. On dirait qu'une tempête arrive. Tu peux te fabriquer un mini-abri en sac poubelle imperméable pour rester au sec et au chaud. Fais simplement un trou pour ton visage et enfile-le. Utilise aussi 2 sacs pour garder tes pieds au sec. Si tu entends le tonnerre, compte les secondes qui le séparent de l'éclair. Si c'est moins de 30 secondes, tu dois te cacher quelque part car l'orage est trop proche. Si ça t'est impossible, reste à l'écart des grands arbres solitaires. Si vous êtes en groupe, répartissez-vous pour minimiser les risques que tout le monde soit frappé par la foudre. Tu peux aussi construire un abri en forme de triangle à partir d'un sac poubelle. Trouve quelques bâtons pour fabriquer la structure centrale. Fends le sac pour en faire une sorte de couverture et recouvre-la avec. Utilise 4 pierres pour maintenir les coins au sol. Sac poubelle ou pas, ne construis jamais ton abri sur un sol humide ou au sommet d'une colline. Le vent peut souffler très fort la nuit. Et il n'y aura pas d'arbre pour protéger ton abri qui pourra s'envoler. Maintenant que tu t'es trouvé un abri, fabrique-toi un bon lit à l'intérieur. Utilise des feuilles ou de l'herbe sèche. Place-les sous tes vêtements ou tes couvertures pour obtenir une couche isolante supplémentaire. Cette astuce fonctionne aussi bien en hiver qu'en été. Tu risques toujours de perdre plus de chaleur corporelle que tu ne peux en produire. Tu n'as pas de corde sur toi? Tu peux en fabriquer une toi-même à partir des plantes. Trouve de longues herbes, ou encore mieux, des herbes sèches. Et tisse-les ensemble en une tresse ou simplement en un cordon. Tu peux aussi utiliser l'écorce des arbres ou des branches que tu trouves par terre. Avant de t'aventurer dans la nature, surtout dans les régions sauvages où il y a beaucoup de buissons et de forêts, assure-toi que tes lacets ne se prendront pas dans les branches. Fixe les extrémités libres du ruban adhésif en toile sur le haut de ta cheville. Et voilà, tu ne tomberas pas. Tout du moins, pas à cause de tes lacets défaits. En te préparant pour ton aventure, apprends au moins à faire un nœud de base. Crois-moi, cela pourrait te sauver la vie. Le nœud de chaise t'aidera si tu as besoin d'attacher quelque chose à une corde avec une boucle. Plus tu tires fort, plus le nœud est serré. Pose la corde en travers de ta main et forme une petite boucle. Tire l'extrémité libre vers le haut et fais-la passer dans le trou par le dessous. Ça te semble trop compliqué? Souviens-toi de ceci. Le lapin sort du trou, fait le tour de l'arbre,
puis redescend dans le trou. Alors voilà, tu dois enrouler la corde autour de la partie droite et la faire passer ensuite à travers la boucle. Maintenant serre-la et ton nœud est prêt. Si tu as de la nourriture sur toi que tu aimerais conserver plus longtemps, mets-la dans un sac en plastique ou un morceau de tissu fin et ferme-le. Tu peux utiliser un élastique, une barrette ou une corde. Creuse un trou dans la terre assez profondément pour y placer ta nourriture. Couvre-le avec une serviette afin que les animaux ne le découvrent pas avant que tu reviennes. Remplis le trou de terre et ajoute un peu de mousse, de paille ou de feuilles pour le dissimuler davantage. S'il y a de la glace ou de la neige à disposition, utilise-la pour garder ta nourriture au frais. N'oublie pas de marquer ta cachette d'une manière ou d'une autre. Tu pourras ainsi facilement la retrouver plus tard. Il te reste maintenant 2 ou 3 jours avant que tes denrées périssables ne se gâtent. Tu survoles l'océan Pacifique quand soudain une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain, le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île, essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échoués sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de ruban adhésif de type duct tape empilés les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de ruban adhésif. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée. Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures. Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbre qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà! Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmier et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête, et tu transportes le filet pour attraper des poissons. Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que 2 rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis. Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie.
Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriqué avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte, où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme verre. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé 5 jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir. Tu as fait de ton mieux pour chercher de l'aide, mais rien. Pas un avion ou un bateau en vue. Tu cherches désespérément à sortir de là, et tu as de la chance. Tu aperçois un cargo au loin. Tu dois agir rapidement. Après avoir passé en revue ta boîte de ruban adhésif, tu décides de créer un radeau pour partir en mer. Tu rassembles suffisamment de nourriture et d'eau pour le voyage et tu te mets au travail. Tu commences par rassembler de gros rondins pour la base et tu les mets côte à côte. Tu disposes d'une corde faite d'écorce d'arbres et de feuilles pour attacher les troncs ensemble. Tu t'assures que c'est assez grand pour que tu puisses y tenir. Tu prends ensuite une autre série de rondins et tu les places sur la base, puis tu répètes le même processus pour créer une deuxième couche. De cette façon, tu minimises le risque d'affaissement. Enfin, tu colles du ruban adhésif sur tous les points faibles pour renforcer ton radeau. À l'aide de quelques branches, tu crées des rames pour avancer avec des pagaies fabriquées avec du ruban adhésif. Tu constates que tu as utilisé environ 75% de tes réserves, y compris le ruban adhésif que tu avais utilisé pour construire la cabane et les meubles. Il n'est pas aussi solide que du ruban adhésif neuf, mais il fait l'affaire. Une fois la base et les rames terminées, tu crées une petite cabane pour abriter ta nourriture et tes provisions et les protéger des vagues. Tu fabriques également un mât en bois et utilises un morceau de tissu comme voile. Tu mets le radeau sur l'eau et commences à ramer. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu ouvres la voile et fais une pause. Tu te retournes et regardes l'île qui a été ta maison pendant les 5 derniers jours. Tu pars pour un voyage dangereux. Tu risques tout, mais si tu restes trop longtemps sur l'île, tu n'y arriveras certainement pas. Cela fait déjà 1 heure et l'île est à peine visible. Mais le bateau se rapproche. Il te reste encore un rouleau de ruban adhésif à utiliser en cas d'urgence. Les eaux sont calmes et tu vois des dauphins qui nagent autour de toi. Tu manges du poisson et bois de l'eau avant de remarquer que les vagues ont grossi. Tu prépares ta voile et tu te mets à l'abri. Heureusement que ton radeau est solide. De grosses vagues s'écrasent contre lui, faisant tomber une partie de ta nourriture et de ton eau. Mais le radeau est toujours en un seul morceau. Le soleil commence à se coucher et il n'y a toujours aucun signe de vie. Tu utilises le reste du ruban adhésif pour réparer le radeau. Même si tu as perdu de la nourriture pendant la tempête, tu as ton filet pour attraper plus de poissons. Tu allumes un petit feu de camp dans une coquille de noix de coco, tu fais cuire le poisson et commences à manger. Tu te retournes et aperçois un bateau qui vient vers toi. Tu attrapes immédiatement une branche, l'allumes et l'agites pour que le bateau te voie. Il semble qu'il va te manquer, mais quelqu'un sur le bateau te remarque. Ils font descendre un bateau de secours pour te récupérer et te sauver. On peut dire que le ruban adhésif t'a vraiment sauvé la vie. Tu peux transformer des allumettes ordinaires en allumettes étanches. Applique une fine couche de vernis à ongles sur tes allumettes et laisse sécher. Une fois qu'elles seront prêtes, elles resteront suffisamment sèches pour allumer un feu, même si tu les fais tomber dans l'eau. Si tu te perds quelque part pendant l'hiver et que tu as soif, ne mange pas de neige. Elle contient beaucoup plus d'air que d'eau, donc tu ne te sentiras pas beaucoup plus hydraté. Ton corps gaspillera en revanche beaucoup d'énergie pour essayer de la faire fondre. Pire encore, tu risques de faire baisser ta température corporelle et tu pourrais tomber en hypothermie. Si tu te retrouves nez à nez avec un coyote ou un loup, ne lui tourne pas le dos. Recule lentement tout en faisant face à l'animal.
Cela ne fonctionne toutefois que si l'animal est seul. Si tu rencontres une meute, le plus important est de s'assurer qu'elle ne t'entoure pas. Recule vers un arbre et appuie ton dos contre lui. Ensuite, choisis le bon moment et grimpe dessus aussi vite que possible. Plusieurs couches de vêtements te réchaufferont mieux qu'un seul manteau de fourrure ou une seule doudoune chaude. L'air sera emprisonné entre les couches de vêtements, ce qui t'isolera et gardera ton corps au chaud. Si tu te perds dans les bois, essaie toujours de dormir un peu au-dessus du sol. Tu peux t'allonger sur une couche de branches et de feuilles comme lit de fortune ou tendre un hamac entre deux arbres. La nuit, la température baisse et le sol devient froid. Même si tu fais un feu, il pourrait s'éteindre pendant que tu dors et le sol absorbera ta chaleur corporelle. Tu es dans une embarcation au milieu de la mer. Pas de nourriture, pas de filet de pêche et tu as faim. Ce n'était censé être qu'une excursion de 3 heures. Mais tu sais quoi? Tu peux attraper des poissons à l'aide de tes lacets de chaussures et de n'importe quel objet. Téléphone, montre, clé. L'ombre projetée par le bateau dans la mer peut attirer les poissons et un objet réfléchissant peut servir d'appât. Attache tes clés à tes lacets de chaussures et utilise-les comme une canne à pêche. Même si un poisson ne mord pas, des activités comme celle-ci sont un bon moyen de ne pas perdre la tête en pleine mer. Une courte méditation peut te sauver d'une crise de panique. Tu dois te concentrer sur ta respiration et essayer de la ralentir. Ton cerveau va rapidement se calmer et détourner son attention de la panique. Les masques à oxygène dans les avions fonctionnent sur le même principe. Lorsque tu contrôles ta respiration, ton attention est redirigée loin de ce qui se passe. Tu peux fabriquer une torche à partir d'une bûche. Place une petite bûche verticalement, fais une profonde entaille en forme d'étoile sur le dessus. Mets-y de l'herbe sèche, des feuilles et des brindilles. Une fois que tu as terminé, mets le feu à la bûche et elle brûlera pendant 3 heures maximum. Cela devrait fonctionner quelle que soit la taille et le type de bois. Si tu rencontres un grizzly en colère, n'essaie jamais de t'enfuir car l'ours pourra facilement te rattraper. Au lieu de cela, allonge-toi et ne bouge pas. Les grizzlies n'attaquent généralement que lorsqu'ils voient une menace, donc ils te laisseront souvent tranquille si tu leur montres que tu ne leur causeras aucun problème. Mais cela ne fonctionne qu'avec les grizzlies. Si une confrontation est inévitable, recule lentement et utilise un spray anti-ours. Si tu n'en as pas, le spray au poivre fonctionne de la même façon et devrait désorienter l'ours et le faire fuir. Ou pas. Ne mange pas de baies ou de champignons dans la forêt si tu ne sais pas exactement ce qu'ils sont. Ils pourraient être toxiques. Si tu n'as pas d'autre choix, mange l'écorce intérieure des érables, des bouleaux et des pins pour remplir ton estomac. Utilise un couteau pour enlever l'écorce extérieure rugueuse et arriver à la substance blanche plus molle. Tu peux la faire bouillir pour la rendre encore plus molle ou la faire cuire sur un feu ouvert pour en faire un encas croustillant. Et si tu es vraiment affamé, tu peux manger des fourmis. Elles ne sont peut-être pas très appétissantes, mais elles sont plutôt nutritives. Si tu n'as pas de montre, tu peux utiliser tes doigts pour savoir combien de temps il reste avant le coucher du soleil. Lève ta main de sorte que l'intérieur de ta paume soit face à toi. Tes doigts doivent se trouver entre le soleil et la ligne d'horizon. Regarde combien de doigts peuvent tenir dans cet espace. L'épaisseur d'un doigt correspond à environ 15 minutes. Tu peux donc calculer le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Si tu es perdu et que tu dois faire un feu pour attirer l'attention, jette-y beaucoup de branches de pin ou de cèdre, des pommes de pin et tout objet en caoutchouc inutile. Ton feu émettra plus de fumée noire, ce qui le rendra visible de loin. Si tu n'as pas d'eau dans le désert mais que tu as de la nourriture, essaie d'éviter de manger aussi longtemps que possible. Plus tu manges, plus tu as soif. Le corps a besoin de liquide pour digérer les aliments. Il utilisera donc le peu que tu as. Une personne peut vivre beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans eau, alors n'aie pas peur d'être affamé. Tu as trouvé une énorme flaque d'eau sale dans la forêt. Si tu as désespérément besoin de boire, tu peux remplir ta bouteille et la filtrer pour en faire de l'eau potable. Pour la nettoyer, fabrique une corde faite de gaz ou de vêtements. Place une extrémité dans la bouteille d'eau sale et l'autre dans une bouteille vide. Très vite, l'eau propre s'écoulera dans la bouteille vide à travers la corde, tandis que les impuretés resteront dans la première. Avant de partir en randonnée, remplace tes lacets ordinaires par des lacets en paracorde. Si tu n'as pas assez de cordes, ces lacets peuvent te donner quelques centimètres supplémentaires en cas de besoin. Si tu es perdu en forêt et que tu n'as rien pour te réchauffer, alors ramasse des feuilles et de l'herbe sèche sur le sol et mets-les entre 2 couches de vêtements. Cela t'aidera à rester au chaud plus longtemps. Si tu es perdu dans un désert, essaie de bouger le moins possible pendant la journée. Trouve une ombre ou crée-la à partir de matériaux improvisés et abrite-toi jusqu'au soir. La nuit, tu dépenseras beaucoup moins d'énergie et tu utiliseras moins de liquide en marchant. Cela t'aidera à éviter le risque d'insolation. Si tu tombes à travers la glace, n'essaie pas de t'en sortir comme tu le ferais dans une piscine. Si tu poses tes mains sur la glace et que tu essaies de te hisser avec tes bras, elle pourrait se fissurer et te faire retomber dans l'eau.
Tu dois étirer tes bras parallèlement à la surface de la glace et étendre tes jambes en arrière pour qu'elles flottent dans l'eau. Dans cette position horizontale, commence à agiter tes jambes comme si tu nageais. Déplace tes bras avec précaution sans mettre trop de poids sur la glace et tu devrais pouvoir t'en sortir. Si tu dois faire un feu alors qu'il y a trop de vent, voici ce qu'il faut faire. Creuse 2 trous l'un à côté de l'autre et crée un petit tunnel souterrain entre les deux. Fais un feu dans l'une des fosses. Le vent ne pourra pas l'éteindre et le feu sera alimenté en air par la deuxième fosse. Cette méthode est aussi utile si tu dois faire un feu sans attirer l'attention. Dans l'obscurité, ce type de feu sera moins visible. Ne jette pas ou n'éclate pas le papier à bulles, emporte-le en expédition avec toi. Il te protégera du froid mieux que ne le ferait une épaisse couverture. Ces minuscules bulles d'air sont un isolant parfait. Il suffit de le mettre entre 2 couches de vêtements pour que le papier bulle empêche toute chaleur de s'échapper. Le plastique dont sont faites les bulles est d'ailleurs imperméable, donc le papier bulle peut aussi t'éviter d'être mouillé. En nageant dans la mer, non loin du rivage, tu peux facilement être emporté par des courants de retour. Si cela arrive, la chose la plus importante à retenir est de ne pas nager à contre-courant. Cela ne fera que gaspiller tes forces et te priver d'énergie, et il est peu probable que tu puisses un jour être plus fort qu'un courant océanique. Essaie plutôt de nager latéralement, le long de la rive. Tôt ou tard, tu devrais sortir du courant, et tu pourras alors nager en toute sécurité jusqu'à la plage. Si tu es bloqué dans un ascenseur en chute libre, n'essaie pas de sauter au moment de l'impact. Ne te mets pas non plus en position assise ou debout. Tu dois t'allonger sur le sol face au plafond. Écarte tes jambes le plus possible, couvre ton visage avec une main et mets l'autre main derrière ta tête pour te protéger. Dans cette position, tu réduis la pression exercée sur ton corps lorsque tu tombes. Tu es perdu. Un hélicoptère de secours survole la forêt, mais tu n'as pas de fusée éclairante et tu n'as pas le temps de faire un feu. Utilise un petit miroir ou un écran de téléphone pour réfléchir la lumière du soleil. Dirige le faisceau lumineux vers l'hélicoptère. Les sauveteurs devraient remarquer le flash et voler vers toi pour te sauver. Si tu tombes d'une grande hauteur, essaie de reproduire la position d'un parachutiste. Ta tête et ta poitrine doivent être orientées vers le bas. Écarte tes bras et tes jambes et plie-les à un angle de 90 degrés. Si possible, détermine un endroit pour atterrir. Des buissons ou des meules de foin peuvent amortir la chute. En revanche, la surface de l'eau n'est sans danger que si la chute ne dépasse pas 45 mètres de haut. Avant d'atterrir, essaie de placer ton corps à la verticale. Rappelle-toi qu'il est toujours préférable de tomber en avant qu'en arrière. Protège ta tête et ton cou en fermant tes bras ensemble autour de toi. En fait, rien de tout cela ne pourra vraiment te sauver, mais cela te donnera quelque chose à faire avant de t'écraser comme une énorme pierre qui creusera un cratère sur le sol. Mais bon, si tu tombes du haut d'une falaise par exemple, fais tout ton possible pour décomposer ta chute en plusieurs parties. Et plus elles sont courtes, mieux c'est. Chacune de ces étapes absorbera une partie de l'impact de la chute. De cette façon, tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie par exemple de t'accrocher à un objet solide, comme un buisson ou un rocher, tout ce que tu trouveras. Si tu vois un morceau de bois ou une planche, attrape-le aussi. Cela pourrait contribuer à amortir ta chute lorsque tu toucheras le sol. Plus important encore, ne maintiens pas ton corps trop rigide. Cela risquerait d'endommager tes organes internes. Protège ta tête et essaie d'atterrir sur tes pieds avec tes genoux légèrement pliés. Bon, on ne va pas se mentir, une fois que tu auras touché le sol, tout ce qui te concerne sera légèrement plié, tu vois, mais bon, il faut essayer, hein. Si un bâtiment dans lequel tu te trouvais s'est effondré et que tu te retrouves sous un tas de débris et de gravats, essaie de ne pas céder à la panique. Oui, pas évident, je sais. Ta tâche principale est alors de protéger tes organes respiratoires et de faire durer ta réserve d'air le plus longtemps possible. S'il y a assez de place, enlève ta chemise ou ton t-shirt et fais un nœud avec le bas. Remets-le ensuite sur ta tête par le trou du cou, de façon à ce que le nœud soit au-dessus de ta tête. Tu auras ainsi une capuche de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaies de remonter à la surface. Si tu es coincé dans un ascenseur qui tombe, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont une partie de la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, assieds-toi sur le sol. C'est toujours mieux que de rester debout. Tes fesses agiront comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu choisisses, couvre et protège ta tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre sur ta nuque. Si tu te retrouves coincé dans la nature, commence par trouver de l'eau. Vérifie les zones de basse altitude. S'il y a des montagnes, cherche de l'eau au pied des falaises.
Si tu réussis à trouver de l'eau de pluie, ne la laisse pas trop longtemps dans un récipient, elle pourrait s'abîmer. Observe bien les fourmis qui grimpent aux arbres. Il est probable qu'elles se dirigent vers une source d'humidité à l'intérieur de l'arbre. Une bouteille d'eau peut te permettre d'allumer un feu si tu la laisses suffisamment longtemps sous la lumière directe du soleil. La bouteille agira comme une lentille, rassemblant toute la chaleur en un seul endroit. Utilise du feu et de la fumée pour signaler ta présence et avoir de l'aide. Recouvre les flammes avec une grosse branche ou avec une casserole pendant 3 à 4 secondes. Cela permettra de rassembler suffisamment de fumée. Puis, laisse s'échapper ce nuage de fumée. Si tu es tombé au travers de la glace, essaie de revenir vers le bord. N'essaie pas de te hisser en dehors de l'eau en t'appuyant sur le rebord. Il continuera à se détacher et tu t'épuiseras en un rien de temps. Bats des pieds et des jambes jusqu'à ce que ton corps soit complètement à l'horizontale dans l'eau. Après cela, sors de l'eau et monte sur la glace. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Ton poids doit être réparti sur la plus grande surface possible. De cette façon, la glace aura moins tendance à se briser. Commence donc à rouler vers le rivage comme le font les phoques. Si tu as une crampe musculaire en nageant, essaie de te tourner sur le dos et de flotter. Masse la plante de ton pied ou la partie de ta jambe qui s'est tendue par la crampe. Si tu as une crampe à l'arrière de la jambe, plie-la au niveau du genou et tire-la vers ta poitrine, tout en continuant de flotter sur le dos. Essaie de soulager la crampe en tirant tes orteils vers le haut. Si tu es pris dans un incendie à l'intérieur de la maison, reste accroupi vers le sol et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement vers le plafond. C'est pourquoi rester au sol peut te permettre de respirer un air un peu plus frais. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tes vêtements ont pris feu, jette-toi au sol et roule d'avant en arrière. Si tu as un extincteur, dirige-le toujours vers la base des flammes. C'est beaucoup plus efficace. Et n'oublie pas que si tu casses une fenêtre, tu laisseras entrer plus d'oxygène, ce qui alimentera encore plus le feu. Et voici ce que tu dois faire pour rester en sécurité pendant une catastrophe naturelle. Si tu vois que la zone est inondée alors que tu es à l'extérieur, éloigne-toi des ruisseaux, des collecteurs d'eau pluviale ou des rivières. Essaie de rejoindre un terrain plus élevé. Si tu es coincé chez toi, monte sur le toit si tu penses que c'est suffisamment sûr. Si une tornade se dirige vers toi et que tu n'as pas le temps de t'échapper, trouve un fossé ou un renfoncement. Allonge-toi et couvre-toi la tête avec tes bras ou tes vêtements. Si une tornade se produit alors que tu es à l'intérieur et qu'il n'y a pas de sous-sol dans ta maison, cache-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de tout type de débris susceptibles de tomber. Sache que la plomberie dans les murs de la salle de bain renforce la structure de l'endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur donnant sur l'extérieur, choisis un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. Si tu es dehors pendant un orage et que tu sens soudain tes cheveux se hérisser, c'est le signe que la foudre est sur le point de frapper. Ta peau peut commencer à fourmiller et il est probable que tu entendes des cliquetis ou des bourdonnements. Accroupis-toi immédiatement et place ta tête entre tes genoux. Mais même si tu dois te mettre le plus bas possible, ne t'allonge surtout pas. La seule chose qui doit toucher le sol est la plante de tes pieds. Garde les talons joints, de cette façon, au lieu de parcourir tout ton corps, l'électricité aura tendance à entrer dans un pied et à sortir par l'autre. Tu peux aussi te couvrir les oreilles avec tes mains pour éviter une perte d'audition. Si tu es perdu dans le désert, déplace-toi aux premières heures du matin. De cette façon, tu éviteras les plus grosses chaleurs. Si tu vois une colline ou un autre terrain élevé, grimpe dessus et regarde aux alentours. Tu pourras peut-être apercevoir de la verdure, des bâtiments ou une route. La nuit, une telle opportunité ne s'offre évidemment pas. De nombreux animaux du désert chassent également après le coucher du soleil. Voici comment il faut se comporter avec les animaux sauvages. Si un taureau te charge, reste immobile jusqu'à ce qu'il s'approche, puis lance un vêtement dans la direction opposée. Les taureaux réagissent au mouvement et en jetant un chapeau ou une chemise loin de toi, tu vas distraire l'animal. Il poursuivra l'objet en mouvement et t'oubliera. Si un requin se dirige vers toi, ne nage pas en panique pour t'éloigner de lui. Tu ressemblerais à une proie que l'animal voudra dévorer. Attends que le requin se rapproche et commence à le frapper avec tes poings. Vise ses yeux, son nez et ses branchies. Ce sont les seules zones vulnérables du corps de l'animal. Si tu rencontres une meute de chiens hostiles, détourne leur attention et éloigne-toi tranquillement. Si l'un des chiens se jette sur toi, place un objet entre toi et les mâchoires de l'animal. Maintenant, disons que tu as accidentellement dérangé un essaim d'abeilles. Et bon, elles s'en prennent à toi.
cours en ligne droite aussi vite que possible jusqu'à ce qu'elle cesse de te poursuivre. Une solution encore meilleure consiste à trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques, et de se cacher à l'intérieur. Maintenant, si tu rencontres accidentellement un ours, présente-toi. Non, attends, en fait, tout dépendra de son espèce. Si c'est un grand ours brun, couche-toi par terre et fais comme si tu étais mort. Ça ne devrait pas être difficile. Mais s'il s'agit d'un ours noir plus petit qui attaque rarement les gens, crie et fait semblant d'être plus grand, cela peut t'aider. Tu peux aussi essayer de faire fuir l'ours en faisant semblant de te jeter sur lui. Si tu rencontres un serpent, essaie de ne pas faire de bruit. Si tu as l'occasion de t'éloigner, saisis-la. Mais si tu ne peux pas éviter le reptile, hausser la voix, taper 2 bâtons l'un contre l'autre ou taper du pied peut le faire reculer. Même si les serpents n'ont pas d'oreilles visibles, ils sont sensibles aux vibrations. Et si toutes ces choses t'arrivent le même jour, eh bien, appelle les gens du livre Guinness des records, je pense que tu mérites de figurer dedans. Lorsque tu as besoin d'aide dans un espace public, ne te dirige pas vers un groupe d'individus. Adresse-toi plutôt à une seule personne. En raison de ce qu'on appelle l'effet du témoin, le groupe de personnes ne saura pas comment t'aider. Cette théorie de la psychologie sociale stipule que les gens sont moins susceptibles de te porter secours lorsque d'autres personnes sont présentes autour d'eux. Ils pensent que quelqu'un d'autre du groupe va forcément aller t'aider et passent donc leur chemin. Si tu conduis en ville ou dans une zone avec des rues qui se croisent à l'identique et que tu penses être suivi, tourne 4 fois à droite ou à gauche. Tu te retrouveras au même endroit qu'avant et si la voiture derrière toi fait aussi la même chose, tu es en effet probablement suivi. Ne rentre pas chez toi et essaie plutôt de les semer. Si tu es à l'extérieur quand un orage s'approche et que tes cheveux se dressent sur ta tête, trouve immédiatement un abri. Si tes cheveux sont dressés, cela signifie que des charges électriques positives traversent ton corps et se dirigent vers les charges négatives de l'orage. Alors tu risques d'être frappé par la foudre. Si tu ne peux pas t'abriter, accroupis-toi sur le sol, sur la plante des pieds. Mets tes mains sur tes genoux et ta tête entre les deux. En te faisant aussi petit que possible, tu minimiseras le contact avec le sol et les problèmes liés à la foudre. Emporte toujours un petit miroir avec toi lorsque tu voyages dans des régions isolées. Il te sera très utile si tu te perds. Si tu restes bloqué dans le désert et qu'un avion passe au-dessus de toi, dirige le miroir vers lui pour réfléchir la lumière. Si tu n'as pas de miroir, fais des signes avec tes bras de haut en bas pour que les avions qui passent au-dessus de toi aient une chance de te voir. Si tu es bloqué quelque part dans ta voiture, ne l'abandonne pas. Il est plus facile pour les sauveteurs de repérer ton véhicule. Contrairement à ce que l'on voit à la télévision, quand quelqu'un est sur le point de se noyer, il ne te fera pas de signe ni pourra crier. Il aura la tête penchée vers l'arrière, submergé dans l'eau. Il essaiera de garder sa bouche à la surface en utilisant ses bras. Lorsque tu vois quelqu'un qui essaie de flotter ou qui bouge dans tous les sens, comme pour se hisser hors de l'eau, c'est qu'il essaie de sortir sa tête de l'eau et il a besoin d'aide urgente. Si tu ne sais pas nager et que tu tombes dans des eaux profondes, ne panique pas. Retiens ton souffle et laisse-toi remonter tranquillement à la surface. Garde ton dos et tes jambes bien droits. Essaie de donner des petits coups de pied pour ramener ton corps à la surface. Si tu essaies de sauver quelqu'un qui ne sait pas nager, ne t'approche jamais directement de lui. Il est probable qu'il te fera couler car il sera en panique. Approche-toi par derrière, glisse ton bras sur sa poitrine et assure-toi que ses mains ne sont pas face à toi. S'il t'attrape, il peut te pousser vers le bas. Essaie de nager en dessous de lui, remonte un peu plus loin et essaie de l'aider à nouveau. Si tu rencontres un grizzly, ce n'est pas ton jour de chance. Ne cours pas et n'établis aucun contact visuel. Parle lentement s'il est encore loin de toi. Mais s'il te charge, reste immobile. Tu ne réussiras pas à le distancer. Parle d'une voix claire et monotone et ne crie pas. Avant de partir, tu peux faire des recherches pour voir s'il y a des grizzlies à l'endroit où tu voyages, pour emporter une bombe au poivre ou un répulsif à ours. Si un ours se trouve à moins de 7,60 m de toi, utilise le spray. S'il t'attaque, mets-toi en boule et allonge-toi par terre. Reste tranquille, ne bouge pas et ne panique pas jusqu'à ce qu'il s'en aille. Si un ours polaire te poursuit, mais qu'il est loin, essaie d'enlever quelques vêtements. Un chapeau, un foulard ou une chemise et pars en courant. Les ours polaires ont une courte durée d'attention et ils peuvent s'arrêter pour renifler tes vêtements. Cela te donnera le temps de te mettre à l'abri. Si tu as eu une rencontre avec les 2 ours, rappelle-moi de ne jamais partir en vacances avec toi. Passons à autre chose. Si quelqu'un s'étouffe mais qu'il peut tousser, n'interviens pas.
La toux signifie que l'air peut entrer et sortir, et qu'il y a une obstruction partielle de ses voies respiratoires. En l'aidant, tu pourrais provoquer un retour d'air qui pourrait soit forcer l'évacuation du danger, soit déloger l'obstruction et provoquer un blocage complet. Laisse la personne simplement tousser. Donne ton aide que lorsqu'elle ne peut pas respirer ou tousser. Lorsque tu es pris dans un courant de retour dans la mer, ne nage jamais contre lui. Tu te fatigueras et cela ne se terminera pas bien. Nage vite et en suivant une ligne parallèle à la plage. Mais reste calme et ne t'affole pas. Mais si tu t'éloignes, tu finiras par échapper au courant et tu pourras retourner vers la plage. Les pouces sont la partie la plus faible de la main, là où il y a le moins de force et de résistance. Si quelqu'un te prend par le poignet, ne tords pas ton bras dans sa main. Essaie de le repousser en commençant à l'endroit où se trouvent ses pouces. Préviens le ministère des Affaires étrangères si tu vas à l'étranger. Aux États-Unis et dans certains autres pays occidentaux, tu peux dire au ministère des Affaires étrangères que tu vas à l'étranger. En cas de catastrophe naturelle ou de conflit politique, ils sauront que tu dois être évacué. Ils t'informeront aussi de ce qui se passe dans le pays que tu visites pour te protéger des éventuels problèmes. Si tu te retrouves dans un mouvement de foule, que tu te sens mal et que tu tombes par terre, ne te recroqueville pas en boule pour attendre la fin. Tu peux te faire très mal et te faire écraser. Essaie d'attraper la jambe de quelqu'un qui passe au-dessus de toi pour t'aider à te relever et continuer. Parfois, lors des sorties en camping sauvage, on finit par se perdre. Si tu te trouves dans cette situation et que tu veux pouvoir retrouver le chemin de ta tente, emporte avec toi du charbon ou des bâtons de bois. Utilise-les pour dessiner des marques sur les arbres, les rochers ou les bûches. Ces traces resteront là pendant des semaines et il sera plus facile pour l'équipe de secours de te retrouver. Tu dois toujours avoir une aiguille dans ta trousse de premier secours. Si tu te perds, tu peux faire une boussole avec. Tu dois d'abord magnétiser l'aiguille en frottant le chat de l'aiguille contre tes cheveux, de la fourrure ou de la soie une centaine de fois. Remplis ensuite un récipient d'eau, place une feuille à la surface de l'eau et pose son aiguille dessus. Elle devrait commencer à pointer du nord au sud. Lorsque tu appelles les services d'urgence, dis-leur d'abord ta position exacte et ensuite ton problème. Même si l'appel est coupé, ils sauront où envoyer la police ou une ambulance. Si tu sens une odeur de poisson dans ta maison, appelle immédiatement un électricien agréé. Cette odeur peut venir de la surchauffe du plastique présent dans les composants électriques et finir par provoquer un incendie. Cela peut provenir d'une prise de courant, d'un interrupteur, d'un disjoncteur ou d'un autre élément. Ok, comme le poisson que tu fais cuire dans le four aussi. Si un serpent te mord, il y a plusieurs façons de savoir s'il était venimeux. Tu peux lui demander, mais il ne te répondra probablement pas. Les serpents venimeux ont généralement plusieurs couleurs et des pupilles comme les félins. Regarde la zone de la morsure. S'il y a 2 profondes plaies ouvertes, tu as probablement été attaqué par un serpent venimeux. Si la marque de morsure comporte de minuscules dents pointues en forme de U, elle n'était probablement pas venimeuse. Dans tous les cas, appelle les services d'urgence et prends une photo du serpent si tu le peux. Il est encore plus dangereux d'utiliser ta bouche pour extraire le venin en suçant. Tu as plus de chances d'être empoisonné que d'éliminer la toxine de ton corps. Si tu voyages et que tu es exposé à des températures glaciales, tu risques d'avoir des gelures. Au début, une partie de ton corps deviendra dure et pâle. Ensuite, tu ressentiras de la douleur, des picotements et de l'engourdissement. Pour éviter les engelures, applique de la vaseline sur ton nez, tes oreilles et le bout de tes doigts et de tes orteils. Tu as pensé à en apporter, n'est-ce pas? Une fois cela réglé, il faut se souvenir de quelque chose. Si tu frissonnes quand tu as froid, c'est que tu es en sécurité. Ton corps essaie de te réchauffer en contractant tes muscles. Mais si jamais tu arrêtes de frissonner, et si tu te sens fatigué et que tu veux dormir, trouve immédiatement un endroit chaud. Tu risques de faire une hypothermie. Tu auras besoin d'une compresse chaude sur ta poitrine, ton cou ou le bas de ton ventre. N'applique jamais une compresse chaude sur tes mains ou tes jambes. Le changement soudain de température pourrait forcer le sang froid à retourner vers le cœur, tes poumons ou ton cerveau, ce qui ferait chuter ta température corporelle. Si tu es perdu et que tu dois boire de l'eau provenant d'une source stagnante, fais-la toujours bouillir avant pour la purifier. L'eau non traitée contient des bactéries ou des huiles et produits chimiques qui peuvent être nocifs pour toi. La température exacte et le temps nécessaire pour faire bouillir l'eau dépendent de l'altitude. Pour être sûr, fais bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes. Lorsque l'huile pour cuisiner commence à bouillir, elle fume et prend feu. Si cela se produit, éteins le feu et n'enlève pas la casserole, mais recouvre-la plutôt avec un couvercle métallique. Le feu ne survivra pas sans une source d'oxygène. Utilise du bicarbonate de soude pour éteindre les petits feux de graisse.
Attention, tu en auras besoin d'1 tonne pour y parvenir, sache-le, et n'utilise cette astuce que lorsque le feu est petit. N'utilise jamais d'eau, car cela provoquerait des éclaboussures d'huile et propagerait le feu. C'est bon, tu as tout bien compris et noté? Super! Tu es en vacances et les choses tournent terriblement mal. Si tu tombes d'une falaise, fais de ton mieux pour te raccrocher à des obstacles et descendre en plusieurs étapes. Chacun des segments absorbera une partie de l'impact de la chute, et tu auras beaucoup plus de chances de survivre. Essaie de t'accrocher à un objet solide comme un buisson ou un rocher, en allant vers le bas pour ralentir ton mouvement. Un morceau de bois ou une planche peut également être utile, car il peut t'aider à amortir ta chute lorsque tu touches le sol. Si ta casserole a pris feu, ne l'emmène pas dehors ou n'essaie pas d'éteindre le feu avec de l'eau, cela aggravera la situation. Couvre les flammes avec un couvercle en métal. De cette manière, tu enlèveras la source d'oxygène. Tes mouvements doivent être rapides, mais doux et calmes. N'oublie pas de garder le couvercle entre toi et les flammes. Laisse le couvercle en place jusqu'à ce que la casserole ait refroidi. Si le feu est petit et facile à maîtriser, tu peux utiliser du sel ou du bicarbonate de soude pour l'éteindre. À propos, l'utilisation de levures chimiques, de farine ou d'autres poudres de cuisson qui ressemblent à du sel ou du bicarbonate de soude est un non absolu. Ils ne te seront d'aucune aide car leur composition chimique est différente. Si tu te retrouves dans une foule en panique, ta tâche principale est de créer un peu d'espace autour de toi. Pour ce faire, garde tes mains près de ta poitrine, tes bras pliés au niveau du coude. Les boxeurs utilisent souvent cette position pour protéger leurs organes vitaux. Ne traverse pas le chemin de la foule. Déplace-toi avec elle en dérivant lentement vers l'un de ses côtés. Fais attention à ne bloquer le passage à personne, car dans ce cas, tu pourrais être poussé au sol. Si tu es avec ta famille, mets l'enfant sur tes épaules et laisse les membres les plus faibles de la famille passer devant toi. De cette façon, tu pourras contrôler le mouvement et tu ne perdras personne. Si quelqu'un t'attaque par derrière dans la rue, écrase-lui le pied. Fais-le avec toute la force dont tu disposes et vise le haut du pied. Cela peut endommager ou même briser plusieurs os du pied, ce qui compliquera la tâche de l'agresseur s'il décide de te poursuivre. Si tu es enfermé dans un coffre de voiture, essaie d'envoyer un signal SOS aux personnes qui se trouvent à l'extérieur. Pour ce faire, cherche les fils des feux arrière. Il y en a généralement au moins 2 pour chaque feu. Trouve quelque chose de pointu dans le coffre et coupe un de ces fils. Lorsque tu reconnecteras les extrémités, la lumière clignotera. Si les freins de ta voiture arrêtent soudainement de répondre, demande aux passagers, si tu en as, de s'assurer que leur ceinture de sécurité est bien attachée. Ensuite, allume les feux d'urgence, informe les autres conducteurs que tu as une urgence en utilisant ton klaxon et tes phares longue portée. En cas de mouvement brusque et fort, appuie sur la pédale de frein. C'est ainsi que tu pourras créer une pression dans le système de freinage. Ensuite, rétrograde prudemment et mets le levier de vitesse en position L. Si la voiture est équipée d'une boîte de vitesse mécanique, appuie sur la pédale d'embrayage. Ensuite, utilise les freins manuels, mais très lentement. Un mouvement brusque et ta voiture commencera à dériver. Pour ralentir ta voiture, tu peux aussi essayer de tourner à gauche et à droite en passant d'une rangée à l'autre. Si tu es tombé à travers la glace dans de l'eau gelée, essaie de revenir au bord de la glace. Ne t'en sors pas en la saisissant, le bord continuera à se briser et tu t'épuiseras en un rien de temps. Donne des coups de pied dans tes jambes jusqu'à ce que ton corps soit positionné horizontalement dans l'eau. Ensuite, sors de l'eau et mets-toi sur la glace comme un phoque. Une fois que tu y es arrivé, ne te lève surtout pas. Reste étendu, de cette façon ton poids sera réparti sur une plus grande surface. La glace aura alors moins de chances de se briser. La manière la plus efficace d'aider une personne qui s'étouffe est d'exécuter la manœuvre de Heimlich. Mais que faire si tu t'étouffes pendant que tu es tout seul? Forme un point avec une main et place le côté du pouce au-dessus de ton nombril, mais en dessous de ta cage thoracique. Saisis ce point avec ton autre main et penche-toi sur le bord d'une table ou d'une chaise. Puis commence à appuyer sur la partie supérieure de ton abdomen en effectuant des poussées rapides vers le haut. Répète-les jusqu'à ce que le corps étranger ressorte. Tu peux également te mettre sur tes genoux et tes coudes et ensuite lancer tes bras en avant très rapidement. Tu tomberas à plat sur le sol, les bras tendus devant toi et ta poitrine et ton ventre heurteront le sol. Cela va pousser l'air hors de tes poumons et avec un peu de chance, déloger l'objet coincé dans tes voies respiratoires. L'ensemble du processus sera douloureux mais il peut te sauver la vie. Si tu es en mer et que tu aperçois un tourbillon qui vient vers toi, ne panique pas. Si tu comprends de quel côté il tourne, déplace-toi et utilise le courant du tourbillon pour te catapulter hors de danger. Si tu commences à le combattre, tu risques d'être attiré à l'intérieur. Il est également possible qu'un tourbillon se dissolve ou s'affaiblisse plus près du fond. Si tu es pris au piège, respire à fond et attends une opportunité pour nager vers le haut et la direction opposée. Si tu es coincé dans un ascenseur qui chute, allonge-toi sur le dos et essaie d'occuper le plus d'espace possible. La graisse et les muscles de ton corps sont compressibles. Ils absorberont la force de l'impact. Si tu ne peux pas t'allonger, opte pour la position assise.
elle est toujours meilleure que la position debout. Ton dos agira comme un airbag dans une voiture. Mais quelle que soit la position que tu adoptes, essaie de te couvrir la tête. La meilleure façon de le faire est de mettre un bras devant ton visage et l'autre à l'arrière de ton cou. Un orage peut te surprendre en plein air et tu n'auras nulle part où te cacher. Agenouille-toi ou accroupis-toi en plaçant ta tête entre tes genoux et en couvrant tes oreilles avec tes mains. S'il y a un objet de grande taille dans la zone, ne t'en approche pas. Il doit y avoir une distance d'au moins 2 hauteurs d'objets entre toi et cette chose. Les autres personnes comptent aussi. Si tu es pris dans une tempête avec un groupe d'amis, dispersez-vous jusqu'à ce qu'elle passe. Si tu te retrouves coincé sous des débris, par exemple lors d'un tremblement de terre, ta tâche principale est de protéger tes organes respiratoires. Tu dois aussi faire en sorte que ton alimentation en air dure le plus longtemps possible. Enlève ta chemise et fais un nœud dans le bas. Puis remets-la sur ta tête par le trou du cou. Le nœud doit se trouver sur le haut de ta tête. De cette façon, tu obtiendras une cagoule de fortune qui protégera ton visage de la poussière, du sable et des débris. Elle te fournira également un peu d'oxygène pendant que tu essaieras de remonter à la surface. Si tu vois une tornade se rapprocher et que tu n'as pas de sous-sol dans ta maison, allonge-toi dans une baignoire. Utilise un oreiller pour protéger ta tête de toutes sortes de débris qui pourraient tomber. Les experts affirment que la plomberie dans les murs de la salle de bain ajoute une résistance structurelle à cet endroit. Mais si ta salle de bain a des fenêtres ou un mur extérieur, opte pour un endroit plus sûr, par exemple un placard. Plus il y a de murs qui te séparent de la tornade, mieux c'est. La fumée est la chose la plus dangereuse dans un incendie de maison. Si tu te retrouves piégé dans un bâtiment en feu, reste bas et rampe vers la sortie la plus proche. La fumée monte généralement jusqu'au plafond. C'est pourquoi le fait de t'accroupir peut t'aider à éviter de l'inhaler. Si tu as un morceau de tissu ou un mouchoir, mets-le contre ta bouche. Il agira comme un filtre contre la fumée. Si tu es coincé dans des sables mouvants, fais tout ce que tu peux pour garder ta tête et tes bras au-dessus de la surface à tout moment. Commence à remuer doucement tes jambes. Les sables mouvants devraient remplir l'espace qu'ils occupaient autrefois. Dès que tu le peux, étends-toi sur le dos. Cela augmentera ta surface. Continue à faire de petits mouvements jusqu'à ce que tes jambes soient libres. Tu peux aussi faire des mouvements de dos avec tes bras. Cela t'aidera à sortir tes jambes. Si tu es pris dans une avalanche et que tu es traîné par une énorme masse de neige, essaie de rester au-dessus de celle-ci. Pour ce faire, fais des mouvements de nage avec tout ton corps comme si tu allais à contre-courant de la rivière. Lorsque tu sens que l'avalanche ralentit, essaie de soulever quelque chose à sa surface. Il peut s'agir de ton bras, de ta jambe ou d'un bâton de ski. De cette façon, les sauveteurs te trouveront plus facilement. Avec l'autre main, crée une petite poche d'air devant ton visage. Essaie de ralentir ta respiration pour économiser le plus d'air possible. En résumé, si toutes ces choses t'arrivent encore et encore, tu n'as pas beaucoup de chance, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, ne m'invite pas à te rejoindre lors de tes prochaines vacances. Tu fais une randonnée dans une sublime réserve protégée en Californie et tu te retrouves face à un puma. Reste calme. Tu dois lui montrer que tu n'as pas peur. Crie fort en direction de l'animal et agite tes bras. Si ça ne marche pas, lance des pierres, des branches et tout ce qui te tombe sous la main. Vise le sol devant le puma. Ne lance jamais rien directement sur lui. Cela ne ferait que l'énerver davantage. Si le puma se rapproche, protège tes parties les plus vulnérables. Il visera le cou et essaiera d'attraper tes bras. Incline donc ta tête vers l'avant pour protéger ton cou et ne fais pas de grands mouvements avec tes bras. Lorsqu'il se rendra compte que tu n'es pas un adversaire facile, le puma reculera probablement et s'enfuira. Tu es à Yellowstone. Ici, tu te retrouves face à face avec un grizzly. Il boit de l'eau dans un ruisseau. La distance de sécurité est de 60 mètres. Le grizzly t'a repéré. Il se dresse sur ses pattes arrière et regarde dans ta direction. Il a maintenant la taille d'un joueur de basketball de taille normale et il pèse près de 360 kg. Tu n'as donc aucune chance de gagner. Tu dois rester figé sur place. Les grizzlies ont une mauvaise vue, donc il se peut qu'ils ne te voient pas. Mais ensuite, ils commencent à marcher dans ta direction. Ne lui tourne pas le dos et n'essaie pas de courir le plus vite possible. Il te poursuivra. Tu dois paraître plus grand que tu ne l'es vraiment. Agite tes bras et écarte tes jambes un peu plus. Parle et crie constamment en direction de l'ours. Il comprendra que tu n'es pas un simple cerf. Essaie de faire un bruit de métal. Si tu as de la nourriture sur toi, ne la jette pas à l'ours. Pose-la par terre et continue de reculer en face de l'animal. S'il commence à courir vers toi, ta seule chance est de te coucher par terre et de rester figé. Les ours ne sont pas des charognards. Donc s'il pense que tu n'es pas vivant, il va juste te renifler, hausser les épaules et s'en aller. Maintenant, tu vas faire de la plongée sur la côte de la Floride. Tu dois te protéger du grand requin blanc. Ne porte jamais de bijoux brillants et voyants quand tu te baignes. Ils attirent les requins. Et ne te baigne jamais la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils sortent pour chercher de la nourriture. Beaucoup de projections d'eau peuvent également attirer ce prédateur marin. Mais si le requin nage quand même vers toi, la règle est la suivante. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour l'affronter et gagner. Essaie de rester calme et de nager vers la plage. Si le requin te prend pour de la nourriture, il n'y a qu'une seule chose qui peut l'effrayer. Essaie de frapper le requin sur le nez, les yeux ou les branchies.
Maintenant, tu es en Afrique. Ici, dans les hautes herbes de la savane, tu vois un lion. Et le pire, c'est qu'il te voit aussi. La première chose que tu dois faire est de maintenir le contact visuel. Ne tourne pas le dos au lion. Et ne cours pas. Ce prédateur de 2 mètres, qui pèse autant que 3 adultes, court vers toi à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Mais il s'arrête brusquement et continue à te fixer. Les lions font souvent semblant de charger pour effrayer leur adversaire. À ce stade, tu dois paraître beaucoup plus grand que tu ne l'es réellement. Écarte les bras et fais des grands bruits. Le lion peut alors faire une autre fausse charge. Et si tu ne bouges pas, le lion se rendra compte que tu es un adversaire de taille et repartira dans l'autre sens. Attention, la lionne est bien plus dangereuse que le mâle. Si elle garde ses bébés, elle ne s'arrêtera jamais et tu n'auras aucune chance. Ta Jeep de safari t'emmène à l'endroit suivant. Tu vois des éléphants qui boivent paisiblement de l'eau. Ces animaux peuvent mesurer 3 mètres de haut et peser autant que 2 4x4. Ils peuvent même renverser des voitures avec leur puissante défense. Et voilà justement que l'un d'eux te voit et remue ses grandes oreilles. C'est du bluff. Avec ses oreilles, l'éléphant veut paraître plus grand et te faire fuir. Il a aussi peur et ne se précipitera pas sur toi. Tu dois faire comprendre à la bête que tu ne la menaces pas. Ne crie pas et n'agite pas tes bras. Recule lentement jusqu'à ce que tu aies quitté l'espace personnel de l'éléphant. Mais s'il court vers toi avec les oreilles contre la tête, il ne bluffe pas. Grimper à un arbre n'est pas une bonne option pour le moment. Il pourrait frapper l'arbre et te faire tomber. Il pourrait même le faire basculer avec son gros tronc. Tu dois courir en zigzag. L'éléphant est lourd et il lui est difficile de changer de direction rapidement. Donc petit à petit, tu vas commencer à t'éloigner de lui. Mais n'oublie pas qu'un éléphant peut courir à 40 km/h. Il est donc peu probable que tu lui échappes. Passons maintenant au fleuve Nil, en Égypte. On y trouve le plus grand nombre de crocodiles au monde. Si tu fais du camping, installe-toi à une distance d'au moins 50 mètres de la rive. De cette façon, le crocodile ne trouvera pas ton campement la nuit. Ne quitte jamais le crocodile des yeux. Il peut profiter de ce moment et te prendre par surprise. Leur vitesse de pointe est seulement de 16 km/h, mais ils peuvent faire des charges de 13 mètres par seconde à partir de l'eau. Donc la seule chance de survivre est de rester hors de l'eau. Sinon, les points faibles du crocodile sont les yeux, le bout du nez et la membrane de la gorge. Cette membrane empêche l'eau de pénétrer dans la gorge du crocodile. Lorsque tu fuis un crocodile, fais attention à ne pas tomber sur un hippopotame. C'est l'un des animaux les plus dangereux au monde. Ils peuvent avoir la taille d'une voiture de tourisme et peser autant qu'un gros éléphant. En plus, ils peuvent courir aussi vite que les chevaux. Donc ils sont sûrs de te dépasser dans un sprint. L'essentiel est de ne pas les effrayer. Si tu es à une bonne distance de sécurité, attire son attention avec un bruit fort. En général, il essaiera de s'éloigner de toi. Profite de cet instant pour reculer toi aussi. Mais si tu vois un hippopotame bâiller, c'est le signe que tu violes sa zone de confort. Ils peuvent ouvrir leur gueule à 180 degrés et ont la force de morsure d'un crocodile. Tu ne pourras donc pas le vaincre et tu dois t'enfuir. La meilleure option est de grimper à un arbre ou à quelque chose en hauteur. Les hippopotames ont du mal à grimper en hauteur. Et si tu parviens à t'échapper, tu seras l'une des rares personnes à avoir survécu à un face-à-face avec un hippopotame. Il y a aussi des buffles qui vivent ici dans la savane. Ils peuvent être aussi hauts qu'un homme adulte et peser 1 tonne. Et contrairement aux lions et aux éléphants, ils ne font pas de fausses charges. Si tu vois cette machine foncer sur toi, elle a certainement de mauvaises intentions. Leurs cornes puissantes et leurs crânes peuvent plier des plaques de métal. Ils peuvent transformer une voiture neuve en un tas de ferraille. On ne peut jamais distancer un bison. Ta seule option est donc de trouver l'arbre le plus proche et de courir vers lui, avant même que le buffle commence sa charge. Si tu tombes sur un serpent, tu dois rester figé sur place. Il existe une infinité d'espèces de serpents, et tu ne sais pas si ton adversaire est venimeux ou non. Tu dois donc absolument éviter de te faire mordre. Fais des mouvements lents et fluides vers l'arrière. Si le serpent te suit, arrête-toi et commence à taper du pied. Les fortes vibrations du sol devraient le faire fuir. Si le serpent te mord quand même, essaie de te rappeler exactement à quoi il ressemble. Mieux encore, prends une photo de lui. Pour neutraliser le venin, tu dois prendre un antidote contre le venin spécifique de cette espèce de serpent. Tu es maintenant en route pour l'Asie du Nord-Est. Alors que tu traverses une jungle dense, tu aperçois une clairière. Plusieurs sangliers sauvages y broutent paisiblement. L'un d'entre eux est une femelle avec plusieurs petits. Elle est prête à tout pour le protéger. Alors elle est particulièrement agressive avec son entourage. Oups, elle t'a repéré. Prépare-toi à te défendre. Si le sanglier pousse des cris aigus et perçants, il va te frapper. La première chose à faire est de rester calme et de ne pas bouger. Tu as de bonnes chances que le sanglier continue son chemin. Mais tu vois qu'il commence à courir. Tu as alors plusieurs options. Tu peux t'enfuir, tu peux faire face à l'ennemi ou grimper à l'arbre le plus proche. La première option est mauvaise, les sangliers peuvent courir aussi vite que Usain Bolt. Et lorsqu'il te rattrapera, ses défenses pointues ne te laisseront aucune chance. Option B, rester où tu es. Faux, un sanglier peut peser autant qu'une moto et être presque aussi long qu'un adulte. Un coup à 40 km/h te mettra à terre. Donc la bonne option est de grimper à l'arbre le plus proche. S'il n'y a pas d'arbre, grimpe sur une voiture ou un grand rocher. Tu dois être dans une position plus élevée que le sanglier. Quand il se rendra compte qu'il ne peut pas t'atteindre,
il te laissera tranquille. Globalement, la chose la plus importante est de rester à l'écart des sangliers, de ne jamais essayer de les nourrir ou de les provoquer.